vénère. Pourquoi pas. C'est la faute à Macron. C'est toujours la faute à Macron. Oui. On va commencer comme ça, c'est bien. Allez, on met le générique. Je commence comme ça, je peux pas faire autrement. Bienvenue dans l'épisode 48 de Culture Club Sandwich. J'allais dire Monsieur Serial Friends. Je suis tellement fatigué. J'en ai marre. Ça commence Le passé, bien. c'est le passé, darling. Ça parasite le présent. Ouais, c'est ça. Un épisode sous la bannière de Halloween. Un tout petit peu, en tout cas pour nos recos. On a été chercher des choses. Je vais aller tuer un chien puis je reviens. C'est très Halloween, ça. Oui, voilà, un chien zombie. Après, le problème, c'est qu'il va revenir après. Te hanter. En fantôme. Ah non, ça je veux pas. Avec moi, donc ce soir, pour cet épisode 48, il y a Mathieu. Bonsoir. Et son plaid. Oui, il fait froid. J'ai pas l'argent pour mettre le chauffage, c'est terrible. Payez-moi. Il a un compte OnlyFans. Alors ça, J'ai cru qu'il allait dire petit coquin, je sais que t'es dessus. Hein. Je suis son plus grand... C'est mon plus grand fan. Les lunettes de Sarah, elles vont sauter de son nez. OnlyFans. Son OnlyFans, effectivement. Ouais, Il c'est y a bien. Olivier, Faut pas que j'aille. Olivier qui a un OnlyFan. Oui, c'est... Mais je l'ai tué. Ah, bon, bah, ok, d'accord, tout va bien. Il y a Sophie, Bonjour. qui est aux couleurs un peu de Noël avec sa tasse. Et Très, très très bien, on joli. attaque. Ah bah oui, non, j'attaque pas, c'est très joli comme tasse. Et Sarah, qui effectivement risque Moi, de tu m'as passer dit lunette à tout moment. Halloween, je me suis dit, je vais faire un truc un peu de magie, tu vois. Je vais faire tenir Et mes franchement, lunettes sur tu mon nez m'impressionnes. sans branche. Voilà, tu m'impressionnes quand même. Faut juste pas que je rigole trop. Ah. Et que Bon, Ça va, ok, on n'est pas les plus fun. Hein. Trop la bouche. Oui, non, ici c'est pas ici pour le fun, Ici, c'est pas effectivement. pareil. Donc, on va y arriver. Cet épisode, donc comme je disais, Halloween, mais du côté des recommandations, mais il n'y a pas que des recommandations, il y a aussi nos actus un peu de la semaine, enfin ce qu'on a fait en gros. Et justement, Sophie, vu que tu voilà, il y a le côté un peu Noël, je sais que dans ton actu de la semaine, il y a les films de Noël, hein, parce que On y est. ça y est. Pour le Ça y est. marketing, c'est Noël. Voilà, j'attends avec impatience l'épisode spécial Noël. Ouais, en fait, ça s'est bien goupillé parce qu'en fait, j'ai terminé la saison 1 d'Outlander. J'ai vous dire que j'ai été traumatisée par ce que j'ai vu. Ce serait quand même un sacré euphémisme parce que je pense qu'il y a prescription depuis le temps que c'est sorti. On voit quand même un homme se faire violer par un autre homme. Bon, moi, je regarde pas une série pour voir ce genre de choses, hein, donc j'étais un peu choc-barre, hein, on va dire. J'ai envoyé des messages à toutes mes copines qui m'avaient dit « Ah, faut que tu regardes Outlander, c'est trop bien. » Qu'est-ce que je t'ai fait, en fait ? Je veux dire, on était potes, je s'appréciais. Maintenant, je te croise dans la rue, je te roule dessus, je fais un demi-tour pour t'achever, quoi. Donc, du coup, j'ai fini cette saison 1. Ne recommandez rien à Sophie. Non, mais pas des trucs qui traumatisent, en tout cas. Je retire tout ce que j'ai recommandé dans ce podcast. Sauf mon Tout livre. est nul. Sauf mon livre, j'insiste. Mais la série en elle-même, enfin la première saison, elle est incroyable. Je veux dire, il y a une qualité d'écriture, de la photo, les décors, les costumes, les acteurs sont tous incroyables. Mais avant chaque épisode, faut quand même prendre la bonne dose de Xanax parce que c'est assez violent. Du coup, je me suis dit, je vais attendre la fin des fêtes, vu que TF1 a lancé ses films de Noël. Et du coup, j'ai attaqué les films de Noël. J'en suis à une petite dizaine, là, j'attaque tranquillement. Et puis, surtout, il y a Netflix qui a lancé la deuxième saison de Ranma 1/2.
Donc j'ai vu là les 3 premiers, enfin c'est un épisode par samedi. J'ai vu les 3 premiers et pour l'instant c'est toujours aussi cool, toujours aussi fun. Ça passe toujours très très bien. Donc on va continuer et voilà. Voilà. C'est une bonne semaine en fait. C'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Et de ton côté, Mathieu, toi, Oui. évidemment, je t'ai parlé à Omicron toi, ne alors voulait t'as plus coupé s'activer. ton micro. Évidemment. Oui, mais c'est bon, je suis de retour parmi vous. Oui, moi j'ai vu des trucs cette semaine, mais je préfère dédier mon temps pour ne parler que d'une seule chose. J'ai pas envie que ça soit une mini reco, donc si vous voulez en parler ou la juger avec moi, il y a aucun souci. J'ai regardé hier après-midi, petit binge-watching des familles, Cult to be Free sur Amazon Prime. Pourquoi est-ce que j'ai regardé ça? Je n'ai pas vu la saison 1, je la regarderai plus pourquoi tard. Pourquoi j'ai regardé? Alors, parce que, moi j'ai une très bonne raison. Comme vous le savez, vous aimez bien me charrier avec ça, mais je vous charrie aussi bien avec. Je n'ai pas connu l'époque des 2B3. Pourquoi ils se sont séparés en 2001? Si je dis pas de bêtises. Et moi, je suis né en 2001. Donc, en fait, on me parle beaucoup de l'époque Hélène et les garçons,2B3 et tout ça. Mais moi, c'est pas ma génération. J'ai des images, j'ai une ou deux musiques, mais je l'ai pas vécu. Vous vous rendez compte Du quand même coup, qu'en une seule pas de la phrase, en chance. quelques mots, il arrive à faire un thème très Halloween. Je suis né en Ah, 2001. mais... Le coup de Pour pelle nous, dans la c'est- gueule, quoi. Voilà, c'est Halloween. Ah, Et putain. vous avez cherché, vous savez. Le Mike et donc, Myers du moi, podcast. Mhm. Bah, donc Ok. maintenant, vous savez pourquoi j'ai voulu regarder, parce que je suis un enfant curieux et je voulais savoir. Et je me suis dit, il y a plein de. Ça reste du patrimoine français, un moment de pop culture intéressant. Et Je vous vois juger je voulais les autres. savoir. Je vous trouve un petit peu dur parce que Culte, pour le coup, ça a été quand même l'année dernière, ça a eu beaucoup de très bons retours. Hein. Mais Ici, c'est très bien, personne mais ne ça- l'a ça regardé. changerait. Oui, je vous vois juger fort Mathieu. Alors. Mathieu, j'ai pas encore prévu de regarder parce que j'ai pas le temps, mais tu as mon soutien. Écoute, j'ai regardé Secret Ah ouais. Story cette année. Franchement, bon, hein, on regarde ce qu'on veut. Là, je Et peux pas te défendre. du coup, et je voulais savoir donc un peu comment on vivait à cette époque, c'était quoi le paysage musical en détail et en images. Vivait en C'était sabot. quoi la... Comment on vivait à cette époque? On vivait Non, mais- pareil que maintenant, sauf qu'on Non, n'avait mais- pas la 5G, mais bien petit sûr- con. Bien sûr que non, Tu peux parce nous que demander parce que nous on l'a vécu cette époque, tu sais, on peut te dire. non comment mais c'était non mais autrefois. justement mais le Eh bien, quand tu sais t'avais quoi, pas on vivait de bien. Jusque-là, ça Ah, mais- va. Ouais, je sais pas, il y avait les To Be Free quand même. hein. Oh là C'est un bon là. souvenir, là, tu viens de me bande tuer, de quoi. petits. Oh là là, vous êtes Attends, des gros rageux. Hein. très franchement, Non, dans le si c'était sens. que les Non, To mais Be vraiment. Non, mais vraiment, genre, qu'est-ce qui font d'eux une exception qu'on puisse faire un documentaire ou des séries ou qui portent le nom d'une comédie romantique musicale l'année dernière, ce genre de choses. Je trouve que ça peut être intéressant de le développer et d'en parler, comme ils ont fait Love Story il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà, donc j'ai tout regardé. Et pourquoi ils se Maintenant, sont mon séparés, avis, c'était pas bien du tout. Dans le sens où j'ai pas détesté la série, j'ai tout regardé, j'ai pas passé un mauvais moment. Par contre, si vous cherchez une bonne série, voilà. Donc là, je sais que Sophie, tu vas parler d'une série que tu as détestée après, donc je vais dire 2 mots très très vite. L'un des seuls points positifs de cette série, c'est que Daphne Burki porte la série et joue très très bien dedans. Sinon, le reste, les j'ai- gars sont... J'ai juste une question, pardon, à Ouais. propos de Daphne Burki. Est-ce qu'elle parle des Jeux Olympiques dans To Be Free? Non, elle ne parle pas des Jeux Olympiques. Est-ce qu'elle parce parle de joue un Thomas personnage Joly, de éventuellement? fiction. Dommage. Elle ne parle pas de Thomas Joly non plus. Par contre, elle porte Elle de a très tellement belles du mal de ceintures. vivre. Mais pour vous dire, c'est celle qui joue le mieux. C'est celle dont le rôle est le mieux écrit. Et c'est à peu près un personnage de fiction en plus. Enfin, il est inspiré d'un personnage qui existe, mais c'est pas un copier-coller. Mais j'ai eu l'impression de voir une fiche Wikipédia et de ne rien avoir appris alors que je n'ai pas lu la fiche Wikipédia des 2B3. L'histoire a été déjà racontée 100 fois et il n'y a pas de point de vue. Et surtout, mais
j'ai 3 énormes problèmes. Les Le acteurs. premier, c'est que en Les dehors To Be que les acteurs cabotinent, en dehors de Daphne Burke et des 2B3, les 2B3 cabotinent une scène sur 2, mais tous les autres, c'est toutes les scènes. Les dialogues, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des dialogues dans une série française aussi mal écrits. Le montage est une catastrophe sans nom. Ça a aucun rythme, les scènes s'enchaînent sans aucun lien. Et les 2 autres problèmes que j'ai, c'est une avalanche d'homo-érotisme sans jamais vraiment traiter le sujet, parce que c'est des icônes d'homo-érotisme. C'est ça. Il y a aussi la rumeur comme quoi le chanteur principal serait homosexuel, qui est débattu ou non, on s'en fout. Enfin, ça reste une fiction, donc tu peux faire le choix de prendre un des 2 parties dans la conversation et d'aller au fond. Là, on reste sur un entre-deux pour froisser personne, et du coup, on va pas au fond du sujet. Et surtout, c'est pour ça que je tenais à en parler vite zef. Je regarde pas beaucoup de séries de Prime Video, mais je trouve que c'est le phénomène de un studio qui arrive derrière, et je sais pas si je vais être méchant, mais soit c'est les scénaristes qui ne savent pas écrire des dialogues à une série, soit c'est Prime qui est arrivé derrière et qui a dit alors attendez, non ça va pas du tout, on va tout réécrire pour simplifier le récit au maximum, les dialogues au maximum, on va mettre 0 ellipse pour être sûr que vous ratiez rien. Et en plus, si on en fait une, on va vous dire tout ce qui s'est passé avant. Les personnages vont dire constamment tout ce qu'ils pensent. Par exemple, il y a une scène qui arrive à l'épisode 6 où l'un des personnages secondaires dit « Oui, mais depuis le début, je suis jalouse de toi car je n'arrive pas à accéder à la célébrité. » Elle le dit texto comme ça, alors que c'est tout le rôle de son personnage. Donc, pour 6 épisodes, tu l'as quand même compris si t'es pas trop con. Mais c'est une série AB Productions là dont tu nous parles en fait. Et vraiment c'est ça, parce que en fait le moment où ça m'a fait énormément rire, je me dis ça aurait pu être une parodie et être fait comme ça, mais c'est fait très sérieusement. Et dans le, je crois, 5e épisode, du coup, il y a la série d'AB Productions que nous avons vue partir un jour, et on demande aux comédiens qui jouent les 2B3 de jouer mal, pour jouer comme les comédiens jouaient dans AB Productions. Sauf qu'en fait la différence n'est pas flagrante. C'est voilà. Donc non, c'était catastrophique. J'ai bien rigolé, mais ça m'a vraiment refroidi de voir la saison 1. Le seul truc qui me rassure un peu, c'est que j'ai lu comme quoi c'était 2 projets complètement différents, et qu'une fois que la saison 1 est sortie, ils se sont dit ah ben on peut en faire une anthologie et ça sera un peu comme American Horror Story, je crois que c'est aussi peut-être pour ça que ça a été fait etc. À l'arrache, c'est parce qu'en fait ils l'ont fait très rapidement. Parce qu'ils s'attendaient pas à ce succès-là pour Culte. En tout cas, moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'était une série complètement à part. Et quand il y a eu le succès de la saison 1 de Culte, ils se sont dit ah bah ça pourrait fonctionner comme une saison 2 de Culte. Oui, du coup, on va coller le titre dessus. Et c'est pas du tout les mêmes équipes. Et je pense que ça se sent. Parce que... C'est les mêmes producteurs. Je sais pas, mais vraiment c'était. Je regarderai la saison 1 pour vous dire si c'est probablement les mêmes producteurs, et je pense que le problème dont tu parles, c'est pas chercher du côté du studio qui, à mon avis, s'en fout un peu, ni du côté des scénaristes, mais je pense que à creuser du côté des producteurs, ça me semble être une bonne piste. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ils sont séparés au moins ? Pourquoi ? Oui, VDF. Même pas, enfin non, oui, non. On se doute, mais c'est pas le cœur de la série. Se termine avant qu'ils se séparent. Ah, il termine juste après le sommet, quoi. Il y a le sommet, il y a le déclin et. Donc il y a même pas la mort de Philippe Nicolic, rien de tout ça. Non, ils en parlent à la fin. Je sais pas, Ils en parlent à la fin sur 2 scènes, mais c'est pas, ça s'arrête avant qu'ils partent aux États-Unis, donc ça doit être 98, quelque chose comme ça. Donc ça se passe vraiment sur 3 ans. Vivement la saison 3 sur Alliage alors. Ah, ils parlent d'Alliage dedans, mais on ne les voit pas. C'était leurs ennemis. Et tu sais que, grosse blague, je suis tombée sur un truc, mais alors, ça reste un peu dans le sujet. L'autre jour, je tombe sur un lien, et en fait, il y a un chanteur d'Alliage qui a viré, genre, gros cateau, bien intégriste, machin et tout, et là, qui fait un film qui s'appelle Sacré-Cœur. C'est un mec d'Alliage qui a fait ça. Et c'est le chanteur d'Alliage, et genre, il va être à côté de chez moi, en avant-première, là, dans genre une semaine et tout, c'est complètement, mais what the fuck, quoi. C'est Steven machin. Et en fait, le mec, il a arrêté d'être un boys band pour être un enfant de cœur. Il y a une polémique là avec Sacré-Cœur.
Ok, mais à quelques termes près, hein, ce que tu nous as décrit là, c'était Kaamelott volume 2, hein, donc après... Bah écoute, je ne comptais pas aller le voir après le visionnage du premier volet, donc Ah bah ne fais pas ça, tombe bien. malheureux. Bon, j'ai testé pour vous, et n'y allez pas. J'avais pas prévu. Donc, Promis, après on va parler de trucs qui sont bien, hein, en théorie. En tout cas de mon côté, Non. peut-être pas de Sophie, parce Moi- que Sophie ça n'est jamais le cas, mais enfin, De mon une fois côté, sur deux. si. de mon côté, J'abuse. Il va y tout avoir de un plot suite. twist dans mon truc, j'annonce, il va y on, avoir un on fait un épisode, on fait un épisode Halloween, on trucide tout ce qu'on a vu. si. Non. Oh, merde, on aurait dû faire Alors ça, pour moi, en c'est fait. Halloween toute l'année. hein. Alors On toi, aurait dû faire Kaamelott, vas-y. Non. Vas-y, enfin, continue de oui, trucider. Je l'avais Bah, pas tu- mis Kaamelott dedans parce que je l'ai écrit ça sur Bah dis 3 sur phrases Blue Sky. et puis on passe à autre chose. Ben, c'est chaotique, catastrophique et boursouflé. Voilà, c'est les 3 termes que j'aurais Ah pu bah mettre. t'as 3 mots pour le post Insta, c'est cool. Exactement. N'allez pas voir cette merde. Et puis à un moment donné, je pense que Alexandre Astier, il serait bien de déléguer aussi. Hein, on peut pas tout faire et tout faire bien. Ça a toujours été son problème. Ouais. Voilà, Mais parce après, que quand il va pouvoir continuer à se branler sur lui-même, à aimer s'écouter parler s'il fait ça. oui, c'est ça. Bah, il se branlera avec tout le monde. Ça sera un titre. Ça me dégoûte ce que vous racontez là. C'est vraiment une conversation. Et là, d'Halloween. ça s'appellera plus Kaamelott, mais Camelot. Oh. Cette discussion valait le coup juste pour cette blague. Waouh, mon Ça Dieu, va, un elle vrai a film perdu ses d'horreur, on lunettes, est ça y est. vraiment dans la thématique. hein. Ah oui. Non, à part ça, moi de mon côté, mais j'ai pu commencer donc Dispatch. Je vous avais parlé de la démo de ce jeu par des anciens de Telltale Games qui avaient fait notamment The Walking Dead avec Michonne, etc. Et ils ont créé un nouveau studio. Et leur premier jeu s'appelle Dispatch et c'est un jeu où on gère... je t'ai entendu. Hein. Où on gère en fait... on incarne en fait Mechaman, enfin Feu Mechaman qui, c'est la déconvenue, son robot est complètement pété, voilà, et donc il se retrouve à être engagé par la société qui gère tous les super-héros du coin. Et il travaille justement au dispatching pour pouvoir dire où vont les super-héros, gérer un peu tout ça. Et c'est un mélange de dessin animé interactif, hein, où on va avoir des moments où ça discute, il faudra choisir entre 3 réponses pour pouvoir donner des embranchements dans l'histoire, des actions à faire assez rapidement, hein, pendant des scènes de combat par exemple. Et l'autre partie, c'est où justement tu es devant ton PC avec ton équipe de misfits. En gros, c'est vraiment des anciens super méchants qui ont été engagés pour devenir des super-héros. Non, c'est de mon côté là, que t'entends. Je t'ai vu te retourner, genre, merde, elle est réveillée. Non, c'est chez moi. Donc tu les gères et ça devient une espèce de jeu un peu de puzzle et de réflexion parce que quand tu envoies quelqu'un sur une enquête ou sur un truc à régler, tu peux plus l'utiliser. Donc chacun a ses forces et ses faiblesses. Donc il y a des trucs où ça marchera mieux et tu vas avoir c'est très difficile. Je leur ai demandé de se taire. En liberté, oui, les enfants sont en liberté. Et où tu vas justement gérer tout ça et le truc. Il y a pas. Non, mais c'est surtout un jeu qui est extrêmement drôle, super bien écrit, super bien doublé. C'est en anglais, sous-titré français, et ils reprennent la partie épisodique comme ils faisaient avant. Et donc c'est sorti le 22 octobre. Il y avait les 2 premiers épisodes. Les 2 suivants arrivent ce mercredi, comme ça jusqu'au 12 novembre. Il y a 8 épisodes dedans. Et il faut compter à peu près 40-45 minutes. Donc vraiment comme une série télé à laquelle tu joues. Et c'est sorti sur donc, PC et sur PlayStation 5. Et je crois que c'est à peu près 26 € pour les 8 épisodes. Donc si un épisode c'est à peu près 50 minutes, vous avez fait le calcul sur la durée de vie, sachant qu'à chaque fin d'épisode, on vous dit, vous faites partie des 80% qui avaient choisi ça, vous êtes le pourcentage de ceux qui ont pris cette décision-là, qui ont fait ça, qui ont donné cet embranchement-là, et donc chaque fois qu'on prend des trucs, on a l'histoire qui se découvre, et
Et c'est assez fun, et je pense qu'une fois que j'aurai terminé, je reviendrai dessus pour pouvoir essayer d'autres trucs et voir un peu ce qui se passe dedans. Et c'est de l'humour plutôt adulte, globalement, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et dans le même genre, j'ai fait ce qu'ils appelaient le Server Slam de Arc Raiders. Et Server Slam, en gros, c'était on invite tout le monde. Qui veut vient jouer, voilà. Vous téléchargez le jeu, c'est juste pour voir si nos serveurs tiennent le coup. Parce que le jeu sort le 30, donc cette semaine. Et c'est... Le Grand Rex, ils auraient dû faire pareil, tiens, cette semaine. Je crois que j'ai vu un truc passer sur tes réseaux avec plus de place que prévu, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Me lance pas, je vais faire une Sophie. Et en fait, Arc Raiders, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle un extraction shooter. Donc en gros... c'est le genre de jeu où on va aller chercher de quoi du butin, looter, etc., des armes, un peu se battre contre l'environnement et aussi d'autres joueurs. Et le but, c'est d'aller rechercher plein de choses et retourner dans la ville qui se trouve en souterrain, parce qu'en gros, la planète elle est gérée par une société qui a des robots un peu partout et qui gère la surface de la planète. Et en fait, tout le monde s'est retranché dans des souterrains et une ville sous la surface. Et chaque personne remonte à la surface pour aller chercher de quoi pouvoir continuer à vivre. Et c'est un peu ça. Chaque partie, c'est à peu près maximum 30 minutes. Et on a des points d'extraction avec du temps aussi. Et j'ai passé, je pense, sur le week-end de test, à peu près 8-9 heures de jeu. Ce qui est peu pour certaines personnes, mais pour moi, pouvoir faire 8-9 heures comme ça sur un week-end, c'est quand même pas mal. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai terminé le test, j'étais un peu tenté par le jeu, j'ai acheté le jeu. Donc du coup, le 30, je vais y retourner, parce que en fait, quand j'ai terminé ces heures-là et que le jeu n'était plus disponible, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était d'y retourner. Et je me suis abreuvé de vidéos YouTube et d'autres podcasts, justement, parce que il me fallait mon petit fixe. Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu ça sur un jeu multijoueur. C'est moche la drogue, hein. C'est moche la drogue, mais c'est un jeu dans lequel il est arrivé des choses qui tu peux pas les scripter, parce que globalement c'est toi contre l'environnement, donc des espèces de robots, drones un peu comme ça, et même des espèces d'araignées un peu géantes, et aussi d'autres joueurs, donc tu peux jouer tout seul ou en escouade, et pas G-Squad, hein, c'est comme ça on aura fait tous les boys bands de l'époque. Mais tu peux jouer tout seul et t'es pas obligé de tuer les autres, mais globalement très vite t'es dans le feu d'action, ça peut arriver. Mais il est arrivé aussi que des personnes arrivent vers toi et disent non, tirez pas, moi je veux juste partir. Et puis il y a la discussion de proximité, donc dès que tu t'approches, t'entends la personne qui peut te parler sans être dans ton chat. Et j'ai vu aussi sur des vidéos que des personnes qui finalement étaient toutes seules se regroupaient à 5-6 pour aller se battre contre un grand boss, pour essayer de récupérer des choses. Et puis d'autres qui étaient un peu des traîtres. Notamment, moi ça m'est arrivé, une personne qui me dit ne tirez pas. Je dis ok, je tire pas, puis je me casse. Et puis il commence à me tirer dessus. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai... Ça, c'est fou. Il se met à tirer sur moi. Il y a le point d'extraction qui était ouvert, parce que c'est un espèce d'ascenseur qui s'ouvre pendant un certain temps et puis après se referme. Et en gros, j'ai vu ça s'était ouvert. Je fais ok, moi je descends. Le gars il arrive, les portes se referment et je lui dis en chat vocal, je fais c'est con, fallait pas me tirer dessus. Et il faut savoir que dans ce genre de jeu, si t'arrives pas à t'extraire à temps, tout ce que tu as looté, tu le perds. Tout ce que t'as sur toi, tu le perds. Mais réellement. Donc, tu peux avoir les boulous un peu. Voilà. Écoute-moi bien, jamais je ne pourrais jouer à ce jeu, d'accord ? Je n'ai ni la patience, trop ni stressant. le reste. Mais c'est un jeu qui a vraiment une ambiance. Moi aussi. C'est vraiment une ambiance et une atmosphère qui est vraiment unique. Et la direction artistique, elle est assez folle et vraiment très sympa. Et sur ma machine qui commence à vieillir, ça tourne du tonnerre. Donc déjà ça c'est un bon point aussi, c'est que c'est super bien optimisé. Voilà, ça c'était un peu ma semaine, et je pense que ça va continuer comme ça encore
quelques semaines, vu que le 30 ça sort. Sarah, toi de ton côté, ce n'est pas ta recommandation, mais ta semaine. Oui, j'ai un petit récap rapide parce que j'ai quand même été pas mal au cinéma ces derniers temps. Donc, j'ai été voir L'homme qui rétrécit avec Jean Dujardin, que je déteste Jean Dujardin. Pourquoi ? Oui, mais oui. C'est pour ça pourquoi t'as été voir ça. Parce que l'histoire, on m'a dit que l'histoire était quand même assez sympa, et puis je trouvais le principe rigolo, en fait, de me dire, t'es un mec, et en fait, tu rétrécis au fur et à mesure jusqu'à ce que peut-être tu disparaisses. Et je trouvais le pitch assez sympa, et juste l'idée de me dire, peut-être Jean Dujardin va se faire bouffer par un chat, m'a motivée à aller voir le film. Et j'avoue que j'ai été agréablement surprise. C'est pas un film, c'est pas le film de l'année, mais honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment, et il y avait même certains moments où j'ai été surprise. Non, franchement, pas mal du tout. Et j'ai surtout regardé. T'as été surprise et agréablement surprise parce qu'il s'est fait bouffer par le chat à la fin. Je ne dirais pas ce qui se passe. Mais Est-ce que le film sent le pâté ? Le chat qui s'appelle Tofu. Non, mais par contre, on le voit torse nu, on comprend qu'il aime le pâté, effectivement. Le chat ? Non, Dujardin. Même s'il fait semblant de rentrer son bide dès qu'on le voit, voilà. Mais en fait, ça marche pas sur les poignées d'amour, Jean. Mais moi, je trouve dommage que cet acteur, à chaque fois qu'on le voit, il rentre le ventre systématiquement, comme s'il avait un problème avec son corps, mais c'est un peu dommage. Bref. Il a sans doute un problème avec son corps, en fait. Ah bah oui, c'est une évidence. Mais bon, faut pas manger de pâté, du coup. Je passe à un autre sujet, parce que je vais me faire traiter de grossophobe, etc. Tout ça, bref. On est en train de faire un cycle Spielberg, et pour le coup, j'ai vu Intelligence Artificielle AI pour la première fois, que je n'avais jamais regardé. Et qu'est-ce qu'il y a, Fred ? Tu n'aimes pas ce film ? Ou tu l'aimes bien ? Non, c'est l'AI qui aime pas. J'ai mis un post sur Blue Sky qui disait que j'ai pété un câble à cause de ce mot-là, parce que j'en pouvais plus de l'entendre à toutes les sauces, au boulot, partout. Et puis je l'ai vu dans le constructeur, je fais... Eh ben oui, je sais bien. Non mais le film est bien. Le film est super. Franchement, je l'avais jamais vu, et honnêtement, je l'ai trouvé... J'ai trouvé excellent, et c'est fou que je sois passée à côté de ce Spielberg-là pendant toutes ces années. En fait, j'étais persuadée de l'avoir vu. Beaucoup de personnes sont passées à côté. Hein. Mais parce qu'en fait, je le confonds avec Existence. Et du coup, je pensais l'avoir vu. C'est pas du tout la même... Il y avait un ami qui confondait avec iRobot. Bah, là, c'est un peu plus logique. Ouais. Effectivement. Ouais, oui. Mais Existence... Il y a Jude Law dans Existence ? Oui. Bah, c'est comme ça. Je pense que c'est ça, en fait, le dénominateur commun. C'est bien aussi, Existence. Ouais, il faudrait que je le revoie. Existence, c'est très bien aussi. Ouais. Et AI, c'est probablement le Spielberg, là, en le revoyant, c'est probablement le Spielberg que je préfère. Et vu le nombre de chefs-d'œuvre qu'il a fait, ça montre quand même le truc. Et à l'époque, il n'avait pas eu très bonne presse, c'est pour ça que beaucoup de gens sont passés à côté. Ouais, bah moi, je l'ai vraiment trouvé très bien. C'est pas le meilleur pour moi, mais vraiment très bien. Et moi, je trouve que la qualité des effets spéciaux est incroyable. Hein. Vraiment, oui, on a l'impression. Ça met une baffe à quasiment tous les films actuels. Hein. Ouais. C'est un truc de ouf. Et le dernier dont je voulais parler, parce que j'ai vu plein d'autres choses, mais celui-là, c'était vraiment un petit coup de cœur, c'est Une vie de château, qui est un petit film d'animation inspiré d'une série d'animation, qui est elle-même inspirée d'un court-métrage d'animation, qui raconte du coup l'histoire d'une petite fille qui devient pupille de l'État et qui se retrouve en fait à vivre chez son tonton, qui est un espèce de personnage bourru comme ça, qui n'a pas l'habitude des enfants, qui pue et qui mange des spaghettis, voilà. Et du coup, elle se retrouve en fait à Versailles, parce que son tonton, il est homme de main, enfin homme à tout faire à Versailles, et donc il est dans une petite dépendance, et donc du coup elle se retrouve au château. Et c'est vraiment hyper mignon, hyper joli, c'est un très joli film sur le deuil, d'une façon dont on n'a pas l'habitude de voir, et franchement l'animation est très belle. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, je le conseille vivement. Voilà. Ok, très bien. Merci. Sophie, je vais te rendre la parole pour que tu puisses parler d'un monstre. Oula, elle a quitté ses phalanges. Je démute pour réagir. Elle se chauffe. Alors, comment dire ?
Bon, tous ceux qui me connaissent, maintenant les gens qui écoutent le podcast, ils le savent, il y a un truc de tueur en série, bim bam boum, Sophie elle est là pour tester pour vous. Comment vous dire à quel point, à l'heure actuelle, je vomis Ryan Murphy. Et encore, je m'en prends à Ryan Murphy, mais en fait, lui, il est que producteur exécutif sur la série. C'est plutôt son pote Yann, je sais pas quoi, là, qui a écrit la série et qui l'a fait réaliser par un autre pélo. On va parler d'Ed Gein. Ed Gein, tueur en série, mais même ça reste un peu sujet à interprétation, parce que selon certains, un tueur en série a tué plus de 2 personnes. Ed Gein, on est sûr qu'il en a tué 2. Il y a des doutes sur sa sœur, il y a des doutes aussi sur une babysitter de 15 ans qui avait disparu. Il y aurait des doutes aussi sur 2 promeneurs, voilà. On n'a jamais su. Donc, sur cette saison 3 de Monstres, ils se sont attaqués à Ed Gein, qui est devenu un peu contre son gré en fait une espèce d'icône de la pop culture puisqu'il a inspiré Psychose, le livre Psychose qui ensuite a été adapté par Hitchcock. Je vais pas y arriver, Hitchcock. j'arrive plus avec les noms. Hitchcock. Aidez-moi. Hitchcock. Merci. Par Alfred Hitchcock, et aussi il a inspiré Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Là où on aurait pu avoir une série qui traitait du fond du problème, à savoir la relation extrêmement problématique d'Ed Gein avec la vie, en fait, avec les gens qui l'entouraient, et notamment son enfance de merde avec sa mère qui était profondément misanthrope. On a vite fait 2-3 séquences un peu cultes, voilà, où tout le monde sait que Ed Gein il a été traumatisé en voyant sa mère éventrer un porc. On savait aussi qu'il avait une relation où vraiment sa mère c'était son monde en fait, ça on le sait, alors que sa mère le détestait. Ed Gein était selon les médecins, un homme, il était fou, psychiatriquement parlant. Sauf qu'en fait, là, on nous sort un espèce de mec qui entend des voix, qui a des hallucinations. Ce qui n'a jamais été prouvé d'ailleurs au passage. On se retrouve avec des scènes. Alors, le mec, il a dû voir la zone d'intérêt et il s'est dit, tiens, premier épisode, je vais te foutre 10 minutes d'une scène avec les nazis en mode zone d'intérêt qui n'a absolument, mais aucun intérêt pour la série. Ed Gein, oui, il était, on sait qu'il était un petit peu féru de BD sur Is le Coche, qui était surnommée la chienne de Buchenwald, parce qu'en fait, son mari était un garde là-bas et elle a fait des trucs pas cool sur les juifs. Pas cool dans le sens où elle en a torturé, elle a récupéré leur peau pour en faire des lampes. Voilà, ça c'est avéré, on le sait. Oui. Effectivement, ce n'est pas cool. Voilà, je veux dire, ne faites pas ça chez vous, ne faites pas ça à vos de amis, lampes avec la peau des gens. Voilà. Après, si la tout peau ça... est très douce. Non. Bon. Si la peau est rôtie au four à 180 pendant 20 minutes et qu'elle craquelle, c'est pas mal. T'es sûr que tu veux utiliser le mot four? T'es sûr? Oh, ouais, là on... Oh. À propos de lampes faites avec des pots, je veux pas spoiler, mais il y a un lien avec ma reco. Je savais qu'on s'entendrait un jour, Olivier. Donc, on sait que Ed Gein, il aimait ce genre de BD, mais il était pas, a priori, il n'était pas non plus complètement obnubilé par ça. Il y a d'autres choses aussi qui se sont passées qui sont factuellement fausses, notamment le personnage d'Adeline. Pardon, mais je m'en branle sévère qu'elle ait fait carrière ou pas à New York. Je veux dire, ce personnage n'apporte rien à l'histoire. Adeline, quand Ed Gein a été arrêtée, elle a d'abord dit qu'elle avait été avec lui pendant une 20aine d'années, parce qu'il faut savoir quand même qu'elle avait, quand il a été arrêté, il était sur sa 50aine et elle était sur sa 50aine aussi. Là, la meuf, elle vieillit pas, soi-disant, c'est pour dire elle est dans son esprit. Non, en fait, c'est de la merde et c'est pas subtil, ta gueule. Donc, en fait, d'abord, elle a dit qu'elle a été fiancée avec lui pendant 20 ans, et après, elle a dit non, on a eu une relation platonique pendant 7 mois. On est quasiment sûr, puisque Ed Gein l'a admis à l'asile, qu'il était mort puceau. Donc déjà, on a vu certaines scènes de sexe qui n'apportent rien et qui ne servent à rien et qui sont
fausse. Le personnage d'Adeline n'a jamais... Elles servent juste à nous permettre de voir les fesses de Charlie Hunnam. Oui, mais bon, dans l'histoire, elles ne servent à rien, je confirme. J'allais y venir. Merci Dieu pour Charlie Hunnam, quand même. Mais j'y reviendrai. Ces scènes-là ne servent à rien parce que même lui a dit qu'il n'avait... Je suis désolée, je parle de ça comme si c'était ma vie, mais j'aime pas en fait ce qu'on a fait de ce personnage, puisque Ed Gein a toujours dit qu'il n'avait pas violé de cadavre parce qu'il n'aimait pas les odeurs. Donc déjà, on te fait des scènes qui en fait, on se retrouve avec des scènes qui sont là... C'est choqué pour choquer, alors que si tu t'en tiens juste à la vérité et aux faits, tu peux avoir un truc très bien. Enfin, très bien, on s'entend, mais voilà. Suffisamment il y a choquant, aussi... en tout cas, où il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je veux dire, des caisses, en soi, un mec qui allait déterrer des cadavres pour se recréer un masque en peau pour être comme sa mère, merci, mais en fait, ça peut servir à plein de gens à faire des cauchemars pendant des années. Autre chose, moi, qui m'a outrée, c'est le traitement d'une des victimes d'Ed Gein, c'est Bernice Worden. Cette femme était connue dans la société comme étant une femme bien sous tout rapport. C'était une femme qui était posée, qui avait un fils, mais qui avait sa petite quincaillerie. Mais c'était une femme, t'en entendais pas parler dans la société, dans leur patelin de 200 pélos, voilà. Et là, ils en ont fait une espèce de folle nymphomane qui se fait buter, en fin de compte. On comprend même pas, en fait, pourquoi, alors que... Bon, ceci dit, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est morte, enfin, pourquoi il a décidé de la tuer. Mais ce que je veux dire, ce qu'ils ont fait de ce personnage, moi, j'étais outrée parce que je me mets à la place des descendants de cette femme et de voir ce qu'on fait de mon ancêtre, c'est absolument dégueulasse. Son fils, c'est pareil. On en fait un mec qui était complètement... attiré par l'appât du gain, alors que quand il y a eu en effet une vente aux enchères qui avait été prévue dans la maison d'Ed Gein, en fait, lui était contre et on l'a à un moment soupçonné d'avoir été la personne qui avait mis le feu à la maison de Ed. Donc, déjà, sur les faits, moi, chaque épisode, déjà, j'étais pas Jojo. J'ai trouvé ça profondément moche, mais je veux dire, mes yeux ont vomi souvent. Charlie Hunnam est très bien. Charlie Hunnam, il est incroyable. Franchement, je comprends pas qu'on le voit pas plus souvent, cet acteur, parce qu'il est vraiment très bien. Même si on a retrouvé des audios de la garde à vue d'Ed Gein et en fait, il avait pas du tout cette voix. Il parlait même plutôt normalement, donc il avait pas cette espèce de voix qui te donne envie de lui éclater la tête à coups de baramine. C'est la même voix que Simple Jack dans Tonnerre sous les tropiques. En fait, c'est ça. Ceux qui ont vu Tonnerre sous les tropiques. C'est exactement ça, c'est Simple Jack. Alors que Ed Gein, c'était pas un foudre de guerre, mais c'était pas non plus il était pas complètement stupide. Ouais, non, moi c'est un peu ça. Et vraiment, là où en plus on aurait pu avoir des trucs intéressants sur justement son enfance, comment un tueur en série comme ça s'est construit, en fait ça vient de l'enfance, on l'a quasiment pas. Sa vie d'adulte dans la série est fausse. On aurait pu avoir son procès qui a été a priori assez perturbant parce que lui-même était déjà il était bien toc. Et à la fin, l'épisode de fin, s'il y a des gens qui n'ont pas vu, je m'en fous, je vous spoil, parce que de toute façon, regardez pas cette merde. On va encore se prendre des commentaires. Merde. La fin... Non, mais j'annonce. Alors, coupez, j'en ai pour 3-4 minutes, voilà. Avancez un peu. La fin, le dernier épisode, on commence avec Richard Speck. Richard Speck est un tueur en série qui... c'est pas un tueur en série, c'est un tueur de masse. La différence, c'est qu'un tueur en série va tuer plusieurs personnes sur un laps de temps. Un tueur de masse, c'est quelqu'un qui va tuer plusieurs personnes sur un temps... C'est Anders Breivik, par exemple. C'est un tueur de masse. Donc il y a le bon tueur de masse. Non, non, c'est pour faire la différence. Je me fais peur. Mon mec est effrayé par ce que je dis, c'est génial. Oui, donc du coup, t'as Richard Speck qui déjà est un personnage qu'on fait passer pour trans, alors que pas du tout. Richard Speck, en fait, il était malade, il avait pris des médicaments, ce qui lui avait fait développer une poitrine. Le mec, il a jamais vendu son cul pour avoir de la drogue ou quoi que ce soit. C'est faux. Il s'est pas fait refaire les seins, surtout, parce que dans la série, ils ont poussé. Montre comme un mec qui s'est fait refaire les seins. Oui, c'est plus ou moins un personnage trans qu'on nous présente, et alors que pas du tout, en fait, je veux dire. Et puis encore une fois, je veux dire, allez-y, chiez sur les trans, on vous dira rien. Quel est l'intérêt de mettre un personnage trans si en fin de compte, déjà, c'est pas vrai, et qu'en plus, on en fait ce qu'ils en font. Donc déjà, ça m'a énervé. Et c'est pas le seul sujet, en plus.
là-dessus qui est Non, en problématique. plus. Enfin, Mais... Oui, en plus. Ensuite, on te fout Ted Bundy. Alors Ted Bundy, il faut le savoir, il a jamais violé des cadavres. Déjà, c'est fait. Ensuite, Edmund Kemper n'a jamais été inspiré par Ed Gein non plus. J'ai vu plein d'interviews sur lui, il en a jamais parlé, il a jamais dit ne serait-ce que le prénom Ed, à part le sien, donc déjà voilà, il y a ça. Et à la fin, on se retrouve avec une espèce de scène, mais qui m'a turbo énervé, où t'as un vieux Ed Gein qui passe avec plein de tueurs en série qui sont en mode wesh gros, t'as tué des gens, tu m'as trop inspiré. Non mais on est où là? On est à la foire de Hanneneux ou quoi? Pour donner un peu de contexte, en fait, c'est lui qui a une sorte d'hallucination, qui passe dans un espèce de couloir de l'hôpital psychiatrique dans lequel il est, c'est comme s'il allait sortir du couloir, donc comme s'il allait vers la mort, et en fait, autour de lui, il y a des gens de l'hôpital, il y a effectivement les tueurs en série tout autour de lui qui l'encouragent. Et il y a Marilyn Manson. Bravo. Pas Marilyn Manson du tout. Charles Manson, voilà, voilà. Mais ce qu'ils essayent de dire, c'est que Ed Gein, en fait, a inspiré des tueurs, ce qui est faux. Enfin, pas ceux-là en tout cas. Et surtout, moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'on essaye de réhabiliter un mec comme ça. Je veux dire, en soi, il n'a tué que 2 personnes, on est d'accord. Mais en fait, ce mec ne mérite pas d'être réhabilité comme ils l'ont fait. Là, c'était vraiment, on était un peu en mode, oh là là, c'est trop un miskin, Bichette, il est vieux, il va mourir tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va faire genre, il a aidé le FBI à arrêter Ted Bundy. Ted Bundy, il était tellement imbu de lui-même, il était tellement con qu'à la fin, il s'est fait arrêter 3 fois et c'était juste de sa faute. Ed Gein n'a jamais aidé, Ed Gein n'a jamais parlé au FBI, il n'a jamais fait ce genre de choses. Et vraiment, se dire, tiens, on va prendre ce mec et on va le réhabiliter en disant, regardez, il était quand même choupi quand il était vieux, hein. En fait, ça m'a turbo gavé. Donc vraiment, dans cette série, il n'y a rien qui va. Donc du coup... C'est un tueur en mini-série, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, attention, c'est l'heure du plot twist. Si Ed Gein vous intéresse et que vous avez un intérêt pour les tueurs en série comme moi, vous avez ce livre-là, Ed Gein, autopsie d'un tueur en série, dont j'avais déjà parlé à l'époque dans Monsieur Série and Friends. C'est une BD de Harold, j'arrive jamais à le dire, Schechter et Eric Powell. Elle est un peu dérangeante, on va pas se mentir, il y a des dessins, moi, qui me foutent assez mal à l'aise. Mais c'est une BD qui reste sur les faits, qui est factuelle et qui va pas... continuer à contribuer à la légende, comme quoi Ed Gein aurait tué des gens à la tronçonneuse. Non, il était assez classique, flingue, je déterre des cadavres, j'ai pas de tronçonneuse, donc voilà. Et surtout... Limite chiant le mec, quoi. En fait, ouais, c'était un mec qui gardait des enfants. C'est pareil, quand toute la scène avec les enfants, il était babysitter, en fait, il était hyper bien intégré dans sa ville, et là on en fait un espèce de mec vraiment, la façon dont moi je l'ai ressenti, et je veux vraiment offenser personne, mais j'avais l'impression que la série le présente un peu comme le gogol du village, que tout le monde voit, et alors que non, il était bien intégré, il bossait, et surtout moi il y a un truc qui m'a fortement perturbée. On est aux États-Unis, on est en 1940 et des brouettes, ils sont 200 pélos dans le village. Et quand Ed Gein dit aux gens « Attendez, il faut que je parle à maman », Ed, tout le monde sait que ta mère est morte. Et personne ne dit rien. Personne n'est en mode « Attends, chaton, ta mère est morte, là, il y a un truc. » Et ils sont vraiment en mode « Non, tout va bien. » Alors que ça aussi, il n'y avait pas. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est de se dire on va faire une série sur du true crime pour faire de la thune, oui. Mais il y a un moment où... Il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. Sur Dahmer, ça allait. On était sur le fil du rasoir, mais ça allait. Sur les frères Menendez, on avait déjà passé un palier où on disait de la merde, mais on arrivait un peu à rattraper le truc. Mais là, sur Ed Gein, j'étais wow. Et là, la saison 4, on va avoir Lizzie Borden. Alors bon, là, j'aurais pas grand chose à dire parce que je la connais pas plus que ça. On sait juste que Charlie Hunnam va rejouer dedans, et là, il va jouer le père de la tueuse qui se fait tuer à coups de hache. Mais là, je trouve qu'on a passé un palier où là, on fait vraiment du true crime pour juste en faire. À ce moment-là, moi, je préfère regarder un bon documentaire ou même écouter un truc de Christophe Ondelat plutôt que d'avoir un truc comme ça qui est... j'ai trouvé ça putassier au possible et franchement scandaleux. En plus, beaucoup d'épisodes sont chiants, comme la mort, et il y a beaucoup trop de remplissage et voilà, le rythme n'est pas bon non plus.
Ok. J'en avais gros. Je peux compléter un peu? Oui, Tu vas-y. peux. Alors moi, je vais être un peu moins rigide, on va dire, parce que tu connais beaucoup plus aussi Ed Gein que moi. Pas rigide, mais peut-être un petit peu moins dur. En fait, la grosse problématique, je pense, de la série, à mon sens, c'est qu'ils ont voulu faire une série sur la maladie mentale. Sauf que ce n'est pas du tout le bon personnage pour le faire, enfin la bonne personnalité pour le faire. Ce n'est pas la bonne façon de le faire. Et surtout, comme l'a dit Sophie, on réhabilite, entre guillemets, un tueur, pas dans le sens de réhabilitation, mais dans le sens où on éprouve malgré nous beaucoup d'empathie pour lui, tout au long de la série. En fait, tout au long de la série, alors qu'il se passe des choses horrible, mais vraiment, hein, on le voit, voilà, il y a vraiment des scènes très, très étranges qui mettent extrêmement mal à l'aise. Mais on a quand même cette espèce de sentiment d'empathie parce que on le fait passer pour cette personne malheureuse, cette personne, ce paria de la ville, dénué de compréhension de ce qui l'entoure, limite comme s'il était resté bloqué avec une espèce de naïveté d'enfant. Aussi qu'on a du mal à comment dire Simple Jack. C'est vraiment ça. Et ce que je trouve fou, c'est que, et Sophie l'a dit, je vais un peu répéter, mais Ed Gein, il a eu un procès. Tout au long de la série, on le fait passer pour quelqu'un qui a été directement enfermé dans un institut psychiatrique, médico-légal, mais un institut médico-légal, donc un asile tout au long de sa vie. Il est mort à l'asile, et comme si il n'y avait pas eu de procès. Et d'ailleurs, il y a même une scène où il dit « mais je j'ai pas de procès parce qu'on m'a déclaré non coupable alors que c'est faux. Il y a eu un procès, il a été médiatisé ce procès, et c'est assez fou de se dire que le seul moment de la série où on parle justement de cet aspect enquête, police, etc., c'est quand ils font un espèce de copier-coller de Mindhunter où c'est littéralement deux personnages qui débarquent dans la prison, qui ont le même look que les deux mecs de Mindhunter, mallette à la main. Le Mindhunter Wish en plus. Hein. Pour venir les interroger et venir interroger Ed Gein, ce qui n'a jamais eu lieu. Hein. Cette scène est complètement inventée pour effectivement leur donner des informations et faire en sorte que, soi-disant, il les a aidés à attraper Ted Bundy, ce qui aussi est faux. C'est-à-dire que même à la fin, sur des choses qui sont simples et qui n'auraient pas eu d'effet sur l'histoire de la série, c'est-à-dire la façon dont il est mort, parce qu'il est mort d'un cancer du foie, je crois, ou je ne sais pas quoi, ils l'ont fait mourir d'un cancer du poumon. C'est-à-dire que même un truc à la con comme ça n'a même pas été... Mais comme si ça n'avait pas été fact-checké. À quoi ça sert d'utiliser le nom de Ed Gein alors si tu prends des libertés pareilles, quoi. Mais c'est Ed Wish. Bah, c'est ça. En fait, le problème, c'est que le problème, hein. je pense qu'ils ont voulu à la fois utiliser le côté glamorisation, entre guillemets, de l'histoire à travers toutes les adaptations qu'il y a pu y avoir au cinéma, après dans la pop culture et tout, raccrocher ça très difficilement au traitement de la maladie mentale, où ça a été fait de façon vraiment très déplacée. Vouloir rajouter des soupçons de serial killer à gauche, à droite, un peu partout, mais vraiment comme si ils étaient en train de traiter un Mindhunter-like, où effectivement c'est une anthologie où il y a beaucoup de serial killers mais parce que en fait sur la période de 70 à 77, il y en avait tellement que oui. Oh, tu peux monter à 90 même. Oui, même 90, mais en l'occurrence, et là ça n'avait vraiment pas de sens. Il y a aussi des fausses choses sur le fait qu'il s'écrivait avec Richard Speck, qui s'écrivait que Ted Bundy qui aurait écrit à Richard Speck, qui aurait répété à Ed Gein, et que c'est comme ça qu'il se serait fait choper. Mais des trucs, on se dit, mais c'est incroyable, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que ça aurait pu être un récit intéressant, je pense que ça aurait pu être traité différemment. Je pense qu'encore le fait, et j'adore Charlie Hunnam mais je le trouve vraiment très bon dans ce rôle, mais le fait de choisir quelqu'un
avec ce physique, enfin à un moment, dès le premier épisode, on le voit à poil de dos, le mec il est gaulé comme pas possible, et même de devant on le voit. Même de devant on le voit, il a un six-pack comme si s'il allait à Fitness Park toutes 3 heures par jour. En fait on se dit ok, le gars il est fermier mais faut peut-être pas abuser quoi. Et il est bronzé en plus, alors qu'il vient quand même du Minnesota ou je ne sais pas où. Donc il y a plein de petits trucs comme ça à la con qui fait qu'à la fin, en fait... les gens, leur conclusion c'est dommage, il était quand même fou et puis il a pas eu de chance, il a eu une mère qui est complètement cinglée, pas très sympa, machin, alors que bon le mec il a quand même effectivement déterré des cadavres et s'était fait des costumes avec quoi, enfin c'est affreux. Donc j'attends, moi j'adore les séries de Ryan Murphy, je suis pas aussi catégorique sur les frères Menendez où il y avait quelques coquilles, mais j'ai trouvé quand même que c'est très intéressant. Sur Dahmer, ce qui m'a plus gêné, c'est le côté fangirl, parce que c'est Evan Peters, donc forcément c'est compliqué, mais il y a globalement moins de différence entre les faits et la réalité que là sur Ed Gein, et ce qui est vraiment con, parce que c'était très attendu, et je ne comprends pas comment c'est possible, honnêtement. Aujourd'hui, comment une série comme ça, avec une production pareille, avec une marque pareille, puisse... greenlighter des projets comme ça sans vérifier la moindre des choses, je ne comprends pas. Et en plus, effectivement, pour conclure, comme disait Sophie, c'est trop long. En fait, 4 épisodes auraient largement suffi à raconter ce qu'il fallait raconter. Et encore, ils auraient pu rajouter un peu plus s'ils avaient traité du procès, de l'après, même l'intégration des shots de films entre psychose, entre... Massacre à la tronçonneuse, entre Buffalo Bill aussi du Silence des Agneaux, qui était aussi censé être une inspiration. Oui, c'est vrai, ouais, on le voit vite fait, mais ça pour le coup c'est moins... C'est foutu n'importe comment, c'est intégré parce qu'il faut l'intégrer, mais c'est pas la même timeline, enfin... Voilà, honnêtement, moi je connais beaucoup de gens qui l'ont arrêté en cours de route, donc je conseille pas de la finir si vous l'avez arrêté, passez à autre chose, lisez la BD, regardez Mindhunter éventuellement, mais vraiment pour Halloween, laissez tomber quoi. Et regardez Psycho surtout. Juste une dernière chose, et c'est vrai que là Sarah elle a soulevé un point qui est hyper intéressant, c'est de continuer à choisir des acteurs qui sont super beaux pour jouer des tueurs. Alors il y a plein d'exemples où ça peut être justifié. Par exemple, quand Ted Bundy a été joué par le mec de High School Musical dans Extremely Evil, machin Vile et blablabla, Ted Bundy... Ouais, voilà, Zac Efron. Ted Bundy était beau. Je veux dire, c'est avéré, on a des photos. Ted Bundy, il est incroyablement beau gosse. Tu prends un beau gosse pour le jouer, ok. Sauf que j'ai vu ça sur Dahmer et j'ai revu ça sur Ed Gein, sur les réseaux, des meufs qui disaient « Ah, mais moi, s'il m'avait attrapé et qu'il m'avait violé, j'aurais pas dit non. » Mais alors déjà, il faut se calmer. Et en fait, moi, je trouve que c'est hyper dangereux de continuer à prendre de beaux acteurs pour jouer des personnages comme ça, alors que les gens sont incapables de faire la part des choses entre t'es en train de regarder un truc sur un tueur, arrête de dire ça quoi. C'est un peu comme les nanas un peu zinzin qui regardent You et où l'acteur est obligé de leur dire attendez là je joue un mec qui est une énorme merde, arrêtez de dire ça quoi. Et je trouve que c'est à un moment faut peut-être se dire on va peut-être prendre un mec qui est dégueulasse et qui pourra peut-être aussi bien jouer, qui sera peut-être qui sera peut-être plus le personnage et qui reflètera sa laideur au moins extérieure, plutôt que de se dire on va encore prendre un beau gosse et se retrouver avec des trucs, des dérives sur les réseaux sociaux. Mais même indépendamment de la beauté en soi, le problème sur Evan Peters par exemple, il est pas très beau, mais il a une communauté, non mais moi je l'aime beaucoup, mais en fait il a une communauté de fans déjà, c'est un acteur, c'est horrible ce que je veux dire, c'est un acteur à femme. C'est un acteur qui crée des obsessions chez les jeunes filles, et en fait qui a vraiment une communauté de fans meufs très forte. Et ça, en fait, déjà, c'est un problème. Et on a la même chose avec un Charlie Hunnam qui est très beau. Alors pour le coup, il est quand même, je trouve, assez ressemblant à Ed Gein au final, mais parce qu'Ed Gein n'était pas moche. Tu vois, tu peux prendre un mec moche, il était banal. Il était pas dégueulasse. Voilà, mais c'est plus de vraiment ce côté de se dire... prenons des inconnus à la limite en fait. Oui aussi, oui. Mais bon, ça peut être aussi bien. Netflix ne fera jamais ce genre de choix. Ben non. Et voilà, la production ne fera jamais ça. Et puis en plus de ça, le fait de prendre
le côté justement beau gosse, etc. C'est pour jouer aussi sur le. Mais oui, on sait bien. Une espèce de dissonance, et puis en même temps le côté, ils ont bien compris qui était le public. Et... Voilà, ça. Ben non, mais c'est vrai, ça se nourrit quoi. Tu veux dire nous Je me sens attaqué, Fred. Hein. Bah, c'est pas attaqué, c'est la vérité. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est la vérité, vrai. c'est comme ça. Donc en même temps, après, ce qui est dangereux effectivement là-dedans, c'est ces personnes qui en fait n'arrivent plus à faire la part des choses comme tu disais. Donc tu pourrais changer tout ce que tu veux. Je pense que la part des choses, elle serait pas faite non plus. Hein. En fait, c'est le problème du format. Je trouve que il y a eu tellement de documentaires, tellement de... Et en ce moment, c'est tellement imprimé dans la tête des gens que le true crime est quelque chose de documenté et de documentaire que faire une fiction est totalement antinomique de ça, en fait. Le problème, c'est qu'une fiction, c'est une fiction. On peut dire ce qu'on veut dans une fiction, en fait. On n'est pas obligé de se tenir aux faits. Et sinon, on ne ferait pas du tout de fiction historique parce que on ne sait pas exactement ce qui a été dit, ce qui a été fait, tout ça ne sont que des suppositions. Sauf chez les cathos. Mais... Et on peut en faire ce qu'on veut. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on fait de la fiction, on peut faire ce qu'on veut. C'est ma doctrine. C'est parce que mais du coup. Le choix dans une période où on est surchargé de documentaires qui parlent de ça, est-ce que c'est le bon médium ? Là, par contre, j'en suis pas sûr du tout. Mais dans ce cas, autant faire une fiction, une vraie fiction, en fait. Oui. Mais moi, mais c'est un truc et où tu respectes les victimes, en fait. C'est juste ça. C'est un truc de l'époque, si tu veux. Moi, quand on me parle, quand on fait une fiction sur même autre chose qu'un tueur, sur un mec connu et qu'on nous dit ah bah oui, bah là j'ai changé les trucs parce qu'en fait ça rentre, c'est plus intéressant dans ce que j'avais envie de dire à partir de ce personnage-là. J'ai envie de dire à chaque fois, fais pas un putain de biopic, fais une histoire inspirée d'une personne. Ce qu'a fait Psychose, finalement. Psychose est 10 fois plus intéressant, finalement. Et l'avantage, c'est que tu peux mettre ce que tu veux dedans. Donc, tu sais que je l'ai jamais vu, Psychose. Ah, ça, en fait, j'ai été traumatisée sur les douches par le clown de ça. Du coup, voilà, je vais pas mettre 2 traumas sur une douche. Ça va être un peu compliqué pour me laver après. C'est marrant parce que c'est pas la scène la plus traumatisante du film. Non, clairement pas. C'est celle qu'on connaît le plus de façon culturellement, mais c'est clairement pas la plus traumatisante. Et c'est peut-être la scène qui a banalisé le plus le film, alors que le film est tout sauf banal. C'est-à-dire que c'est un film qui pour moi, c'est le plus grand film d'Alfred Hitchcock. Et c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et l'avantage, c'est que Hitchcock, il a toujours été malin. Il a toujours adapté des livres qui étaient des mauvais livres. Donc, il pouvait faire ce qu'il voulait. De toute façon, personne n'allait lui dire « Ah bah non, mais c'est pas comme dans le livre, machin et tout », parce qu'il s'en fout. C'est des livres qui étaient mauvais, globalement. À part les livres de Daphné du Maurier. Et c'est pareil, quand il fait un truc sur un tueur, sur un psychopathe, bah, il fait un truc qui a priori n'a rien à voir avec l'inspiration qu'il a. Et l'avantage, c'est que du coup, personne peut lui dire, bah non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je pense que les studios, il faudrait qu'ils réfléchissent un petit peu à ça, mais je suis pas sûr que ce soit leur marque de fabrique. Mathieu, toi, ta recommandation, vu qu'on est toujours du côté Halloween, je vois que c'était encore un film. Enfin, là, ici, c'est un film plutôt. Oui, c'est même 2 films, mais je vais le faire en un seul. Waouh, mon ordi, il vous a quitté là. Vous êtes où? Revenez jouer. Et puis vos têtes, j'étais perdu. On est là, toujours. Nancy. Il est possédé. Oui, c'est l'esprit des tueurs en série. Alors, moi, je vais vous parler donc de 2 films qui sont Black Phone et Black Phone 2. Voilà, c'était logique de faire la suite. Le 2 est actuellement au cinéma, donc c'était l'occasion de vous en parler parce que de mémoire, je n'ai jamais parlé du 1 dans le podcast. Le premier est sorti en 2022. Les 2 sont réalisés par Scott Derrickson, qui est le réalisateur de Sinister, si je dis pas de bêtises.
Et vous retrouvez notamment dedans Ethan Hawke. Donc, on aime Ethan Hawke. Ce sont des films d'horreur, donc âme sensible s'abstenir. De quoi qu'est-ce que ça cause ? En tout cas, je ne dirai pas de quoi parle le deuxième pour laisser le temps à ceux qui n'ont pas vu le premier de le découvrir, puis de découvrir le 2. Le premier, ça se passe à la fin des années 70 dans la banlieue de Denver, et il y a un tueur en série qui agit dans le coin, et donc il kidnappe plein d'enfants dans la ville, et au fur et à mesure des années, et la police ne sait pas qui c'est, ne sait pas comment faire. Bon, moi mon avis c'est qu'ils sont un petit peu cons, parce que franchement il n'y a pas tant d'habitants que ça, et ça se voit quand même. Enfin, il est pas très très discret, ce grabber. Et en parallèle de ça, on a un collégien, lycéen, sûrement collégien, qui s'appelle Finn, qui se fait marave la gueule par le harcèlement scolaire à l'école, et aussi par son père qui est un sombre connard alcoolique qui frappe ses enfants. Donc on commence vraiment le film sur des bonnes bases agréables. Il n'a qu'un seul ami, qui est la grosse brute du lycée, mais c'est très pratique parce qu'il le protège vite fait, jusqu'au jour où ce meilleur ami se fait kidnapper par le grabber, et sa petite sœur a des visions qui lui donnent un indice sur qui pourrait être le grabber, et ça serait un monsieur étrange qui a des ballons noirs et une camionnette noire. Jusqu'au jour où Finn rentre de l'école et croise une camionnette noire. Voilà. Donc, ce qui doit se produire arrive. Finn se fait kidnapper par le grabber qui l'enferme dans une cave. Et tout l'enjeu du film, c'est qu'il arrive à s'échapper. Et le seul outil qu'il a pour ça, c'est dans cette cave où il y a juste un matelas au sol, un téléphone qui est hors service depuis des années. Mais Finn entend des appels que le grabber n'entend pas, et ce sont les fantômes des enfants que le grabber a kidnappés et tués auparavant, qui lui passent des coups de fil pour l'aider à sortir. Voilà, ça c'est le pitch du premier. Ça a été fait par Blumhouse, donc ils sont spécialisés dans ce genre de films d'horreur ultra populaires, qui sont soit très bons, soit très mauvais. J'y étais allé en 2022 sans aucune attente, et je devais être très fatigué ce jour-là, parce que je me suis retrouvé à la fin du film à chialer, pas de terreur, mais vraiment parce que j'étais ému devant ce film, donc j'en étais le premier surpris. Je ne vous dis pas que vous allez chialer devant ce film, je vous dis juste que ce film m'a procuré des émotions auxquelles je m'attendais pas. Je trouve qu'il m'a happé, et surtout il a plein d'éléments qui fonctionnent extrêmement bien ensemble, et ça se voit que c'est des gens qui connaissent leur métier, qui ont fait ce film, et comparé à la série des To Be Free, ils prennent pas le spectateur complètement pour des cons. Donc on a à la fois le bon film d'horreur avec le grabber joué par Ethan Hawke qui fait très 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 peur, qui est impressionnant, et à chaque fois qu'il est là t'as peur qu'il fasse un truc, et bien sûr qu'il va faire des trucs pas bien, mais voilà, il est terrifiant, il a un masque qui fait très peur. C'est un genre de croque-mitaine en fait. Non, c'est pas un croque-mitaine. Justement, en fait, ce que j'aime bien avec ce film, c'est que t'as une moitié qui est très... il y a un concept fantastique, il y a le fantôme des enfants qui passe des coups de fil. Mais tout le reste du film est vraiment ancré dans le réel. Le grabber fait rien de surnaturel, etc. C'est vraiment pour le capturer, il lui fout un truc de chloroforme sur le visage, enfin, il l'enferme à double tour avec un cadenas, enfin, il y a vraiment rien de surnaturel. Ce qui rend le personnage encore plus effrayant, je trouve, parce que on se dit, finalement, c'est pas si loin de la réalité, ça pourrait arriver. Bien sûr, non, enfin, en tout cas, j'espère pas que ça vous arrivera, mais voilà, ça lance une vraie tension dans le film. En plus de ça, donc vraiment cette dichotomie entre film d'horreur et thriller qui fonctionne très bien, je trouve que le sujet de la violence et du harcèlement scolaire
et aussi des violences domestiques avec le père qui frappe ses enfants sont vraiment pas trop et très bien amenés. C'est traité avec beaucoup de justesse, beaucoup de dureté, et ça permet de remettre en contexte tous les actes terribles que fait le grabber, parce que c'est un reflet de ce qu'il vit chez lui en fait. C'est la même chose en pire, mais du coup ça permet au personnage un personnage qui n'arrivait pas à se défendre contre ses agresseurs à l'école ou chez lui va être obligé de se défendre, et c'est un personnage qui grandit à la fois physiquement mais aussi mentalement, parce qu'il va, malgré une expérience horrible, il va essayer d'en sortir grandi parce qu'il n'a pas le choix. Et c'est étonnant de parler de ce genre de choses dans des films d'horreur, et ça m'a surpris. Et surtout, ce que je trouve le plus réussi dans ce film, ce sont les personnages. Comme je vous le dis, on a un méchant qui fait très peur, mais le film, avant de faire intervenir le méchant, prend le temps de présenter son personnage principal. On est vraiment en empathie avec lui, même avant qu'il se fasse kidnapper, et on a envie qu'il s'en sorte. Et c'est pour ça qu'on va militer, même si on adore que le grabber est là, parce que ça fait de l'épouvante et on est là pour ça. On a envie qu'il s'en sorte. C'est pas des films d'horreur où on a envie que les personnages meurent. Et surtout, dans la première partie, on se concentre sur sa relation avec sa petite sœur. Ils ont une relation très fusionnelle où ils essayent de s'entraider, mais des fois ils n'y arrivent pas parce que leur père est trop fort, enfin un ascendant psychologique trop important. Et sa sœur, qui se fait pas kidnapper, a des visions tout au long du film et va aider son frère à s'en sortir. Je spoile pas ce qui va se passer ensuite, mais même s'ils sont à distance, ils vont s'entraider, et je trouve que les deux jeunes acteurs jouent extrêmement bien et ont une vraie alchimie tous les deux. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi touché en voyant le film, c'est que c'est des films de personnages avec des personnages qui s'aiment, et c'est chouette de voir ça dans un film d'horreur, et pas seulement bouh ça fait peur, mais que on fasse traverser au spectateur toute une palette d'émotions. C'est vraiment très cool. Et pour en venir aux deux, qui est donc en ce moment en salle, je ne révélerai pas de quoi parle l'histoire, mais je me suis dit, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à raconter, pourquoi en faire une franchise, mais en même temps le 1 était très bien, je suis curieux de voir la suite. Bilan des courses, il n'est pas extrêmement nécessaire, il est moins bon que le premier, mais il prend deux partis pris. Le premier, c'est de développer la mythologie du film, qui est un peu conne, mais si on prend la suspension d'incrédulité, ça fonctionne et ça permet de construire l'univers. Aussi, le petit truc un peu dommage, mais je comprends pourquoi ils ont changé, c'est que c'est plus un huis clos où on est enfermé dans une cave, on bouge un peu plus dans l'espace, même si on reste dans le même lieu, qui est un camp de vacances l'hiver. Je trouve que le contexte de l'hiver fonctionne très très bien, parce que c'est pratiquement tout le temps de nuit, il fait très froid, il y a le brouillard, etc. Donc ça rajoute un truc d'enfermement qui fonctionne. Et surtout, ils font le choix dans le deuxième de prendre le point de vue principal de la petite sœur. Et donc c'est très chouette, parce que sans délaisser Finn, parler de Gwen, ça permet aussi de parler d'autres éléments de PTSD, des visions qu'elle a, etc. Et surtout de pas faire une redite complète du premier. Donc même s'il est moins bon, j'ai passé un bon moment. Et j'espère même qu'il y aura un 3. Même si je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire, je me dis, il y a quoi de surprendre. Et surtout de faire ce truc très film d'horreur de... Le deuxième, on construit un peu l'univers, et le troisième, on part un peu en couille, où on met tous les potards à fond. Et ça peut être chouette d'avoir un truc très jouissif dans cet univers-là. Donc voilà, finalement, ça peut paraître un peu con comme film, et c'est vrai que ça reste du pur divertissement popcorn. C'est un très bon divertissement popcorn, et je trouve que ce soit les interprétations ou le fond derrière, et ne te prend pas pour un con. Donc c'est chouette de voir des films d'horreur de grands studios comme ça. Ok, donc Black Phone 1 et 2, du coup. Et c'est ça. Ça a été vérifié si ça se trouvait sur des plateformes ou pas? Le 1 se trouve nulle part, mais tu peux le trouver en VOD pour sûrement 2 balles, ou en DVD pas cher, et voilà. Alors, en ce moment, en France, c'est la fête de la VOD en plus, je crois, donc ça doit être à 2 balles grand max. Ok, très bien.
très bien. Olivier, toi de ton côté, ce n'est pas Black Phone. Non, mais il y a quand même de l'enlèvement d'enfants. Ben oui. C'est pour ça que je te donne la parole. Tu dis ça, c'est la thématique. C'est ça. Et donc oui, alors parce que pour Halloween, donc HBO a décidé de ressusciter la saga It. Non, pas des clowns. Bah, enfin bon, à mon avis, le clown il va arriver sur la fin, mais oui, ils ont dit qu'il arriverait qu'à la fin de la saison. Bah oui, c'est logique. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est initialement un roman de tomes de Stephen King qui avait été adapté déjà par la télévision dans les années 90 et puis à nouveau à la fin des années 2010, donc avec un premier film de 2017, un autre de 2019 au cinéma cette fois et je vous rassure là, c'est pas une nouvelle adaptation des mêmes romans. C'est en fait un préquel qui va revenir sur les origines de Pennywise, donc c'est pour ça qu'on se dit que le clown va forcément arriver sur la fin de la série, puisque faut d'abord qu'on crée l'origine de ce personnage. Donc ça se passe, la série s'appelle Bienvenue à Derry, donc ça se passe à Derry et ça se passe dans les années 60. L'histoire débutant par la disparition du jeune Matty, une disparition sur laquelle ses camarades vont enquêter 4 mois plus tard, je crois. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir l'histoire qui a été préparée pour cette série. Le premier épisode est déjà disponible sur HBO Max. Et les suivants seront disponibles de manière hebdomadaire. C'est une diffusion hebdomadaire jusqu'en décembre, donc il y aura 8 épisodes en tout. Et donc j'ai pu, le premier épisode vient d'être mis en ligne, et donc j'ai les regardé. Pour vous dire d'où je parle, moi j'ai jamais lu des romans, parce que je suis pas un très grand fan de Stephen King. Et par contre j'ai vu les 2 adaptations. Et sur les 2 adaptations, j'avais un petit peu toujours le même avis, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup le début, avec des scènes qui sont évidemment, surtout pour le téléfilm, devenues cultes. Et par contre, j'ai toujours du mal avec la manière dont il traite la deuxième partie, que Olivier, je trouve à chaque fois. Moi, j'ai vu les 2 adaptations et j'ai lu le livre, et même avis pour les 3, quoi. Hein. Le premier, c'est trop bien, le 2, c'est de la merde. Ah, même le livre? Ouais. Ah ouais. Le livre est en fait, le deuxième livre est plus ancré dans le présent et dans tout ce qui se passe. Et du coup, c'est moins. Quand ils sont adultes, c'est vrai que c'est moins. Enfin, moi, ça me terrorise pareil parce que bonjour les clowns. Mais le deuxième livre, ouais, il est moins bien. Mais du coup, t'as lu, toi, Sophie, alors que t'as peur des clowns. Ah, mais moi, je suis quelqu'un de très masochiste. Je croise Tim Curry dans la rue, par exemple, je pleure parce qu'il me terrorise. Je veux dire, j'ai peur de Tim Curry à cause de ça. J'ai pas vu l'adaptation au ciné parce que bon, à un moment, faut se calmer quand même. Mais oui, j'ai vu l'adaptation avec Tim Curry, j'ai lu le livre. Ok. Parce que je suis con. Non, mais t'as Voilà. raison. Hein. Moi aussi, je me fais du mal. On va en parler dans 5 minutes. En même temps, c'est le principe. principe. Ses peurs et honnêtement, ça marche pas. C'est le principe des films d'horreur, c'est de se faire un peu mal. Écoute, quoi. Olivier, je veux pas t'interrompre trop longtemps, mais j'en ai pas parlé, mais la semaine dernière, j'ai vu le film, je pense je repoussais le visionnage depuis au moins 10 ans, et je l'ai regardé, c'est Des serpents dans l'avion. J'ai tenu jusqu'au bout, et c'était quand même une épreuve. Donc je te comprends, Sophie. Ça, moi, je pourrais pas ça. Tu vois, ça, c'est vraiment, c'est ma limite. Je sais pas comment t'as fait. Oui, mais la parodie dans Big Movie ou d'une de ces merdes comme ça des serpents dans l'avion m'a fait plus peur que des serpents dans l'avion finalement. Oui, comme moi avec The Grudge et Scary Movie, où j'ai eu aussi peur dans Scary Movie que dans The Grudge. Bref. Voilà. On va laisser Olivier finir sa chronique. Oui, vas-y Olivier, s'il te plaît. Non, c'est bien, j'aime bien. Oui, donc je trouvais ça pas mal de repartir sur une... vu le sentiment que j'ai eu sur les 2 premières adaptations, je trouvais ça intéressant de
repartir entre guillemets de zéro. Et donc cette série elle est réalisée par le réalisateur des 2 films de 2017 et 2019. Donc il rempile, sauf que d'après ce qu'on a compris, il est beaucoup plus libre de ses mouvements puisqu'il est aussi producteur, scénariste. En gros, il a toutes les casquettes sur le truc et on sait qu'il n'a pas été au bout de ce qu'il voulait faire avec les 2 films et du coup voilà, donc là on a l'impression qu'il est plus libre de ses mouvements et le premier épisode semble aller, alors attendez, je ne vois plus ce que j'ai noté dans mes notes puisque j'ai un chat qui est passé devant l'écran. Et donc le premier épisode semble aller vraiment dans ce sens puisque si on retrouve les marqueurs de l'histoire originelle avec des moments de pure tension qui jouent sur l'hallucination des enfants, où on ne sait pas si c'est des hallucinations enfantines ou si c'est vraiment une manifestation surnaturelle. On voit aussi que la série, donc il y a vraiment des scènes qui font penser à d'autres scènes de ça, et on voit aussi que la série n'a pas envie de lésiner sur le gore et sur l'horrifique, et que les curseurs vont être poussés assez loin. Enfin, en tout cas, c'est ce que promet le premier épisode. J'espère que ça va être tenu et que la série va se permettre des choses dont on n'a pas forcément l'habitude, et notamment la dernière scène est quand même assez évocatrice de ça. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est, de ce point de vue-là, c'est assez prometteur. Sans spoiler et en restant le plus vague possible, moi j'ai trouvé vraiment cet épisode assez drôle à suivre. J'ai pris pas mal de plaisir à regarder. J'ai eu un petit peu peur au début de voir un énième teen show avec des ados losers en quête d'aventure, voilà. Enfin, en gros, un Stranger Things, quoi. C'est chez lui ou c'est chez tout le monde? Non, c'est chez tout le monde. De quoi? Tu buguais. Tes 15 dernières secondes, tu peux les reprendre, je pense. Ouais, mais ça enregistre sur en local. Donc, Oui. Mais bon, voilà, c'est pas grave, continue. C'est peut-être parce que j'ai pas branché le répéteur en fait. Du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, du coup, après, en attendant qu'Olivier y revienne, moi je suis assez curieuse quand même de savoir comment tu peux partir sur l'histoire, enfin sur comment le personnage est créé, alors qu'on sait très bien ce qu'est ça en fait dans les livres, dans les films, on sait ce que c'est. Donc moi ce qui m'interroge, c'est pourquoi encore faire un préquel ou raconter une histoire d'un personnage dont en fait on sait quasiment tout. C'est ça qui me... Parce que voilà, je peux pas trop te répondre. À part le fait qu'il se transforme. Bah, c'est ça, en fait, à la base, on sait que c'est un espèce de truc. Enfin, je sais pas si c'est un truc extraterrestre ou pas. Moi, je l'ai toujours plus ou moins compris comme ça. Qui était arrivé sur Terre, genre à la préhistoire, et qui s'est nourri au fur et à mesure, qui revient tous les je sais pas combien de temps. Et en fait, qui se nourrit, qui a des espèces de cycles des cycles de violence ou de moments où il doit se nourrir, et c'est pour ça qu'il bute des gosses. Et c'est pour ça que je me suis toujours posé. Enfin, c'est pour ça que le pourquoi de la série m'interroge sur pourquoi on part sur les années 60, parce qu'en fait il existait déjà avant. Qu'est-ce qu'on peut raconter en fait? Je crois que enfin, à vérifier, mais je crois que l'idée c'est les années 60, mais qu'ils veulent faire plusieurs saisons, je crois au moins 3, et qu'à chaque fois on va remonter dans le temps. À chaque fois on sera sur une décennie différente, ok. Ouais. Et du coup c'est trop bizarre parce qu'en fait c'est pas vraiment... Enfin, moi, je sais pas, je trouve ça me perturbe un peu. Non mais pars pas Olivier, c'est pas grave. Il en est perturbé au point de s'en aller. Je voulais pas te faire partir. Il est parti redémarrer parce qu'il a des problèmes de réseau. Après il peut peut-être venir. On voulait pas piquer sa reco non plus, hein. On fait juste du... Oui, bah oui. J'essayais d'alimenter... Reviens Olivier, reviens. Ah, le voilà. Il a apparu, le Messie. Je voulais pas te faire partir, hein, Olivier, je te promets. Hein. J'ai branché mon répéteur, ça marchera mieux. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, je pense que tu avais plus ou moins bouclé. Non, pas du tout. Je sais plus où j'en étais. Oui, non, je disais juste que j'ai eu peur au début de l'épisode de voir un énième teen show
avec des ados losers qui vont faire des aventures, donc à la Stranger Things. Ouais. Mais en fait, ce qui est bien avec ce pilote-là, c'est que Andy Muschietti, je sais pas comment on dit, met tout ça en place, met en place le teen show, met en place les marqueurs forts de la société américaine, comme l'armée, la famille, enfin voilà, tout ce qui fait plaisir à Trump en ce moment. Il place tout ça dans une époque à laquelle les bon nombre d'Américains souhaitent revenir. Et puis, dans ces 10 dernières minutes, il fait exploser tout ça. Et voilà, je me dis qu'il y a un truc assez jubilatoire de voir ça. Je me dis que s'il arrive à tenir ça sur toute la saison, qu'il arrive à pas tomber dans le remplissage, qu'il arrive à garder le même degré de surprise qu'il donne dans son premier épisode, je me dis qu'il y a moyen de passer un très très bon moment. En tout cas, ce qui est bon signe, c'est qu'il semble s'amuser avec le matériau de base. J'ai l'impression qu'il a une vraie envie de recoller à ce qui faisait un petit peu l'esprit du matériau de Stephen King. Voilà, donc je trouve ça assez prometteur. Ça se trouve en décembre, je vous dirais non, en fait c'était nul. Mais en tout cas, ce premier épisode est quand même me donne quelques attentes. J'espère que ça va être fun en fait. Moi j'ai vu pas mal de critiques qui ont probablement vu toute la saison et dire ouais c'est un peu creux machin. Mais en fait en vrai ouais c'est peut-être creux. Mais si c'est fun comme le premier épisode est fun, bah ce sera déjà très cool de voir ça quoi. Donc il y a fun et un clown dans la même phrase, sans déconner. Qui fait ça? Oui, mais pour l'instant il y a pas de clown. Le cirque Pinder. Pour l'instant il y a pas de clown, donc tu verras c'est. et non, les teens... je vais pas voir, désolé, mais non. Et les teens, tu verras que bon. Et voilà. Donc moi globalement je suis assez content de voir ce que j'ai vu sur ce premier épisode parce que je trouve que souvent les adaptations de Stephen King sont faites pour des mauvaises raisons ou sont trop sages ou sont trop débiles. Et là bah j'ai l'impression qu'on s'oriente vers quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, verdict début décembre, on verra si ça tient la route. Si ça tient la route, effectivement. Moi de mon côté, ma c'est pas récent du tout parce que c'est un jeu et sa suite qui sont sortis en 2011 et en 2014, donc ça nous rajeunit pas, mais bon je suis pas loin parce que c'est quand même des enfants et c'est des enfants qui ça se passe pendant la fête d'Halloween justement où en gros ça s'appelle Costume Quest. Je sais pas si vous connaissez le jeu Costume Quest qui était sorti sur PC, sur PlayStation PlayStation 4 à l'époque, Xbox, et voilà, donc c'est... Je croyais que t'avais dit PlayStation Touf. Je connais pas cette version de la console. C'est une version belge, peut-être. La PlayStation Touf. La PlayStation Touf. Non, ça n'existe pas. C'est un jeu assez mignon qui est fait par Double Fine, donc par Tim Schafer, celui qui est entre autres derrière les Monkey Island, etc. J'ai mon casque qui s'est débranché, rebranché, c'est pas grave. J'espère qu'on m'entend toujours. Il se passe des trucs dans cet épisode, c'est Halloween dans tous les sens. C'est les fantômes, là, il y a un truc qui va pas. On a été maudits. Oui, c'est ça, c'est maudit. Et donc en fait, on incarne un groupe d'enfants. En tout cas, dans le premier, c'est un enfant et son jumeau qui a été enlevé. Encore un enlèvement. C'est un jeu qui mélange l'aventure et le jeu de rôle parce que ils sont tous déguisés et les déguisements tu vas un peu les choisir mais ce sont des déguisements faits à la main. Donc en gros le gars il est déguisé en robot mais c'est quoi? C'est un carton et un seau découpé sur sa tête et voilà c'est assez mignon et tu vas passer de maison en maison. Moi je me déguise quoi. Bah écoute voilà ça marche, ça peut marcher très très bien avec mes qualités de do it yourself. Ça finit comme ça. Bah déjà, si tu le fais, c'est déjà un pas que d'autres ne feront jamais. Hein, d'essayer de faire c'est fait avec le cœur. Avec le cœur, effectivement.
Et donc, ces enfants-là vont essayer de découvrir un peu les mystères, retrouver l'enfant. Dans le deuxième, c'est un méchant dentiste qui veut arrêter absolument Halloween parce que c'est des bonbons, et les bonbons, ça pourrit les dents. Et donc, vous allez aller de maison en maison, discuter avec des gens, trouver des objets. Ces objets-là, vous allez pouvoir les donner à d'autres personnes pour vraiment faire en sorte que les enquêtes se terminent. Et entre tout ça, il y a des combats façon jeu de rôle un peu à la au tour par tour, comme dans un Final Fantasy par exemple. Et ce qui est assez drôle, c'est que les personnages sont donc déguisés, comme je vous dis, en do it yourself. C'est quand même des enfants qui ont 8-10 ans, quoi. Et dans leur combat, on voit la forme qu'ils imaginent, à quoi ils imaginent ressembler avec leur costume. Donc le robot, c'est vraiment un robot qui fait 5 mètres de haut. L'autre, c'était un ptérodactyle. Là, il est réellement là. Et ils ont chacun de ces costumes-là ont des pouvoirs plus ou moins spéciaux, des attaques différentes. Et par exemple dans le 2 il y a un déguisement de de bonbons, comment ça s'appelle encore, les corn candy, c'est les bonbons qui est un peu orange, très très américain. Il est déguisé en ça, et en fait ce déguisement là il sert à rien, il sert à rien. Et c'est le genre un peu d'humour comme ça, un peu orienté pour enfants et grands enfants. Il y a eu une série télé aussi qui a eu quelques épisodes, je crois que c'est une saison ou 2 grand max. Mais voilà, c'est un genre de jeu qu'on trouve actuellement, je crois que le 1 et le 2, ça doit coûter 4€ pour les deux. C'est quand même pas mal d'heures de jeu, ça se joue très très bien en famille. Ça se trouve très bien avec les enfants, et en plus de ça, on peut pas faire plus Halloween parce que globalement ça se passe à Halloween, mais ça reste mignon. Voilà. Et j'entends d'autres enfants jouer. Je vais avoir des discussions moi tout à l'heure parce que j'avais demandé le calme. Tant que c'est des enfants vivants, c'est bien. Oui, c'est ça. Ce sont des enfants vivants. Soit dans ton salon et pas dans une cave de ton voisin. Parce que là, c'est flippant là le rire. Oui, c'est la plus petite, hein. Elle est flippante quand elle rigole. Ouais. En parlant de trucs flippants et de choses qui se passent bizarrement, là, Sarah, toi, c'est des choses un peu dans ce genre-là, toi, non ? Alors, laissez-moi enfiler mes lunettes, déjà, pour lire mon petit texte. Regardez. Est-ce qu'elles sont consentantes ? Comme par magie. Drôle. Pas mal, non ? C'est français. Alors, je vais vous parler... Jean-Marie. Mais quoi ? Mais c'est quoi ça ? C'est dans une pub, ça, non ? Pas mal, non ? C'est français. Vous avez pas cette ref ? C'est dans le grand détournement, c'est voilà, Orson Welles. Voilà. Oui, c'est ça. Vous savez bien que c'est dans un truc c'est comme mon ça. château, c'est ça. C'est pas mal, Alors, moi, je vais vous parler d'un film qui a 18 ans. Voilà, je suis un peu en retard pour une fois, puisque je vais vous parler de... C'est pas Elodie pour une fois. Exactement, c'est pour faire un petit hommage à Elodie qui n'est pas parmi nous ce soir. Non, je vais vous parler de Paranormal Activity. De là où elle est. De là où elle est. Ouais. Pensez pas. Arrêtez, on croirait qu'elle est morte. C'est horrible. Mais non. Je vais vous parler de Paranormal Activity puisque c'est un film que je n'avais jamais vu et que on a dans le cadre d'un challenge qu'on a au bureau où on se donne des objectifs de regarder toutes les 2 semaines des films cultes qu'on n'a jamais regardés si on ramène le petit-déj. Eh bien, il fallait que je regarde Paranormal Activity. Donc, pour le coup, ça fait partie vraiment des films dont tout le monde parle entre le moment où c'est sorti, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, les versions dans Scary Movie et compagnie. C'est un peu le genre de film qu'on pense connaître sans jamais vraiment les avoir regardés. Donc moi, je savais vaguement qu'il y avait une caméra, que c'était l'histoire d'un couple, que c'était dans une maison et qu'il allait se passer des trucs chelous le soir, la nuit. Et une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas le regarder aussi, c'est justement parce que je savais que j'allais être traumatisée, puisque vraiment, moi, les histoires de fantômes, ça me terrifie. Les histoires de fantômes dans les maisons normales, ça me terrifie. Les histoires de fantômes où tu sais pas si c'est un fantôme ou quoi, ça me terrifie. Et en plus, comme je fais des fois des trucs de somnambule, moi-même, tu veux dire exorciser des gens qui dorment ? Voilà, et Olivier en a fait les frais à quelques reprises. Je veux m'éviter aussi ce genre de choses pour continuer à dormir, premièrement, et puis ne pas tuer donc Olivier dans son sommeil. Mais là, je me suis dit, j'ai pas envie de regarder le petit-déj, donc je vais quand même le regarder. Et c'est vrai qu'en fait, je m'attendais pas à ça. Je pensais savoir ce qui allait se passer.
mais je m'attendais pas à ça. J'étais surprise dès le début. Parce qu'en fait, déjà, je ne savais pas que le pitch, bon, vous savez, je vais pas raconter l'histoire de Paranormal Activity, c'est un couple qui arrive dans une maison, et moi, je n'avais pas compris que, en fait, la jeune femme du couple savait qu'il se passait des trucs chelous autour d'elle, et donc ils ont décidé d'installer des caméras pour voir ce qui se passe, pour comprendre un petit peu d'où ça vient, pour comprendre la nuit, ce qui se passe, etc. Moi, je savais pas du tout ça, en fait. Je pensais que c'était juste un couple, et que ça commençait, en fait, quand ils arrivaient dans la maison, et que c'est à cause de ça qu'ils foutaient les caméras. En fait, pas du tout. C'est une jeune femme qui, depuis l'âge de 8 ans, est en fait hantée par une présence, un truc, on ne sait pas ce que c'est. Rien que d'y penser, là, rien que d'en parler, je suis comme ça, hein, parce que là, il y a du noir du côté de la fenêtre, je suis pas à l'aise. Et donc, du coup, là où j'ai été quand même assez surprise, c'est que c'est vraiment un film où tout est normal. Il n'y a pas de musique. C'est vraiment du found footage, quoi. C'est vraiment une caméra. Alors moi, j'ai pas vu Blair Witch, ça fait aussi partie. Parce que le found footage, ça me terrifie, hein. Vraiment, j'y crois parfois. Et donc, un film comme Blair Witch, je ne l'ai pas vu non plus. Et c'est vrai que là, c'est très réaliste parce que c'est limite banal en fait, hein. Et c'est aussi ce qui rend le truc un petit peu dérangeant parce qu'on a un peu l'impression d'être avec eux dans leur maison et on attend. Et moi, ce qui m'a rendu dingue, c'est que j'ai passé, dès les premières secondes du film, un moment où je suis terrorisée du début à la fin, parce que je n'ai fait qu'attendre et regarder et surveiller tout ce qui se passe à l'écran, parce que en fait, même si on sait que c'est juste un film, un couple qui filme sa vie, en fait, on attend forcément qu'il se passe quelque chose parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Et donc, même quand c'est une petite porte qui bouge, un bruit de pas, en fait, c'est suffisant. C'est suffisant pour faire monter l'angoisse. Alors, c'est un film qui joue sur la patience, et donc, comme je disais, on est de plus en plus dans une espèce d'attente d'action quelconque. On devient de plus en plus paranoïaque. Et c'est ça qui est assez intéressant, et en vrai je trouve que c'est très ingénieux, c'est que en fait tu participes en tant que spectateur et c'est de la suggestion. Moi c'est vraiment aussi le genre de film qui me fait flipper parce qu'en fait ça va aller taper, c'est très simple, ça va aller taper dans tes angoisses les plus profondes et c'est toi-même qui va imaginer ce qui te fait un petit peu peur et ce qui peut se passer. Et on va pas se mentir, ça reste quand même un film qui a été tourné avec 15 000 $, avec 2 acteurs inconnus, c'est devenu un phénomène mondial. Je parlais de Blair Witch tout à l'heure, on est à peu près sur la même sauce, hein, puisque ça a été bricolé à la maison. Alors, eux, pour le coup, ils ont été repérés par Spielberg, donc ça a aidé aussi pour leur distribution chez Paramount, et c'est le film, je crois, le plus rentable de l'histoire du cinéma, puisqu'évidemment, il a rapporté des millions. Mais c'est surtout, et je pense que ce qu'il faut retenir en tout cas de ce film-là, c'est que, en fait, on peut, sans montrer grand-chose, créer vraiment un sentiment de peur extrême tout au long du film. Alors, je suis assez contente de ne pas l'avoir vu au cinéma parce que je pense vraiment que je serais certainement sortie. Après, moi, je suis particulièrement sensible à ce genre de film. J'imagine que pour les gens qui regardent des films d'horreur, en fait, il y en a plein qui n'ont pas été touchés. Voilà, je peux comprendre parce qu'en soi, on ne voit jamais ce qui se passe. Comme je disais, c'est que de la suggestion. Alors à la fin, ça part quand même en couille, hein. Il y a des trucs pas cool. Et dès qu'on comprend que c'est un démon aussi, la présence qui hante cette fille, ça change aussi un petit peu la donne. Moi, j'étais beaucoup plus en colère contre son mec que contre le démon, parce que si vous vous rappelez un peu, le mec est quand même complètement con. Il voit au début un mec, un médium qui parle avec les morts, qui leur a dit écoutez, je sens pas trop la vibe ici les gars, je vais plutôt vous conseiller d'appeler mon pote démonologue. Et le gars, donc le copain de la meuf, dit non mais on va pas l'appeler, c'est bon, je gère, t'inquiète Micheline, il gère rien du tout, il a été chercher une Ouija board, le truc a pris feu, la maison a failli prendre feu, et la preuve à la fin, il se passe un truc horrible, et c'est voilà. Donc moi j'avoue que ça m'a pris, c'est un peu daté par moment, voilà, mais c'est vrai que ça marche en fait, ça marche 18 ans plus tard, ça te transforme une nuit tranquille en stress psycho. Moi j'ai très mal dormi la nuit suivante. Là, Olivier n'est pas là demain soir, je sais que je vais y penser, je sais que je vais pas dormir et je sais que c'est mal parti pour les prochains mois, parce que vraiment, c'est vraiment ce truc de la meuf qui est à moitié possédée, qui le regarde en dormant.
mais vraiment ma phobie, quoi. Elle le regarde pendant 3 heures, on le voit, mais il se passe rien. Juste, elle le regarde, elle est debout au bord du lit, elle le regarde dormir. Non, mais ça, c'est le truc le plus horrible qui puisse se passer, même dans la vraie vie, quoi. Voilà, donc si vous voulez vous faire une frayeur, moi je me refais quelques classiques comme ça là, du cinéma, puisque j'ai vu The Descent il y a pas très longtemps aussi, qui était pas mal. Et là, Paranormal Activity, voilà, je suis encore angoissée, mes muscles là sont complètement tendus, rien que de repenser à ce truc-là. J'ai un film qui est dans le même genre, qui m'a fait ce genre d'effet-là, et qui a 20 ans, et qui, rien que d'y repenser aussi, tu m'as fait repenser à ça, c'est La Voix des Morts. Avec Michael Keaton. Rien que le nom a l'air horrible. Ben, en fait, oui, parce qu'en fait, c'est justement... il y a eu toute une période où il y avait des enregistrements, on entendait des voix. Il y a même eu un documentaire qui parlait un peu de ça. C'est un architecte qui perd sa femme de façon brutale, et elle est assassinée. Et de façon absolument mystérieuse, il comprend vraiment pas ce qui s'est passé, et il est complètement paumé. Sa fille n'arrive pas à faire en sorte qu'il s'en sorte, et il finit par réentendre la voix de sa femme qui lui parle. Et donc ça tourne là-dessus, et franchement, je te jure que rien que d'y repenser, je suis encore extrêmement flippé de ce film-là. Non mais c'est horrible. Il est vraiment dérangeant, quoi. Moi, du coup, j'ai découvert Paranormal Activity en même temps aussi, et j'avais pas une folle envie de regarder le film, parce que globalement, tous les films de cette période-là, tous les films d'horreur de cette période-là que je vois, je les trouve très décevants. Je trouve qu'il y a quand même un paquet de films d'horreur surcotés au début des années 2000, qui font en général pas peur. Celui-là est assez flippant, et surtout, je trouve que le found footage est très bien utilisé, contrairement à Blair Witch, qui est quand même une sombre merde en fait quand on y pense. Et surtout, en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est ce que disait Sarah, c'est-à-dire que il y a un propos dans le film. Blair Witch, il n'y avait aucun propos, c'était un truc un peu débile. Là, il y a un propos, c'est-à-dire que le mec, il se comporte comme ça parce que la société veut qu'il se comporte comme ça. C'est-à-dire que il est ce que la société veut qu'il soit. Et évidemment, ça va lui retomber sur la gueule. Et c'est-à-dire que c'est vraiment la société américaine qui dit à ces hommes, vous êtes trop forts, vous êtes trop beaux, vous pouvez tout faire, machin et tout. Ouais, mais bon, il y a des situations où non, en fait, c'est pas possible. Donc, et il joue avec ça, et en fait, on voit le truc arriver gros comme une maison, que ça va lui retomber sur la gueule, et ça lui retombe sur la gueule. Et ça, je trouve ça, ouais, mais vraiment, et ça, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment intéressant, parce que c'est pas surligné, c'est pas, mais c'est quelque chose auquel on pense en regardant le film, et je trouve que c'est une bonne manière de le faire, et de parler malgré tout de cette espèce de masculinisme américain très prégnant déjà à l'époque, et qui a totalement explosé ces derniers temps, quoi. Donc je trouve que revoir le film à la lumière de ce qu'on voit maintenant, de ce qui se passe aux États-Unis et tout, c'est quand même assez éclairant, et je trouve que rien que pour ça, je trouve le film est intéressant. Ok, voilà, comme ça vous avez de quoi frissonner, ou en tout cas fêter Halloween. Hein. Moi ça frissonnait pas trop avec Costume Quest, hein, globalement. Par contre au niveau jeu, si vous voulez frissonner, et par rapport à ce que tu as dit Olivier, tu as parlé de Blair Witch, et Sarah aussi, il y a eu le jeu Blair Witch qui était sorti en 2019, Palaver Team, que j'avais fait en stream, et qui m'avait mis une sacrée claque, parce que c'était pas totalement la même histoire du tout, hein. Il y avait le côté found footage un peu aussi, mais franchement le jeu était surprenamment vraiment bien. Donc, flippant ou... Ah oui, flippant, oui. Mais du coup, Blair Witch, à la limite, ça fait vraiment peur. Oui. Je trouve pas. Moi déjà, comme tu me parles de Paranormal Activity, je pense que je vois le film, je fais une descente d'organes tellement j'aurais peur. Et moi, Blair Witch, après Blair Witch m'a vraiment terrorisée. Mais moi, tu me mets des esprits, tu me mets la religion, ce genre de truc. Genre, moi, un des films qui me fait le plus peur au monde, c'est L'Exorciste.
Donc après, Ouais. c'est... Alors moi, je l'ai regardé tard, l'exorcisme. Je l'ai regardé il y a 3 ans pour la première fois. Et donc, ça a tellement mal vieilli que j'ai pas Il y a été des trucs, ouais, qui ont mal vieilli. prise dans le truc. Mais je suis pareil que toi. Alors, j'ai beaucoup moins peur de voir un truc avec un serial killer que un truc avec Pareil. des fantômes. Je m'en fous, quoi. Et puis surtout, le principe de se filmer quand on dort, tu sais... Enfin, qu'est-ce qui pourrait bien se passer, en vrai ? Je veux dire, te filme pas quand tu dors. Non, mais Chez moi, un Surtout, exorcisme. tu Moi, vas j'arrête. t'entendre parler en train de dire que t'aimes Emmanuel Surtout- Macron à la surtout le fin, truc. dans ton sommeil. Avec le film, ils ont quand même des preuves qu'il se passe quand même des trucs chelous dans leur maison pendant la nuit. Et les mecs, ils arrivent à dormir comme des bébés. C'est vraiment, ils sont C'est en vrai. train de pioncer là. Mais... C'est vrai Ce qui est qu'il y a fait en fan quelques- footage aussi. Hein. Ouais, Je veux dire, c'est tu vrai prends qu'il y a quelqu'un Cannibal qui Holocaust, qui a un peu le papa du fan footage. Ouais, du Le snuff, film ouais. aussi, il est Mais traumatisé. vous regardez pas sur TikTok des gens qui sont somnambules, moi ça me fait trop rire. Mais J'ai moi, pas je peux TikTok. pas J'adore regarder ça. ça. Moi, si je regarde ça, je sais que je vais avoir une crise de somnambulisme le soir même et il va se passer des dingueries. Mais moi, j'ai peur de moi-même, en fait. C'est même pas, tu vois. C'est le coup de l'exorcisme d'Olivier. Olivier va pas dormir cette On nuit. rigole, mais vraiment, le lendemain matin, j'étais tétanisée. J'avais peur de moi. On se rend pas Sinon- compte, en fait, hein, quand on vous dit. D'ailleurs, tu Ouais, feras c'est- gaffe, Sarah, parce que tout à l'heure, il y a ta porte qui s'entrouvre et qui se ferme. c'est Non, chaud. t'arrêtes, Arrête, parce que ça non, fait faut pas peur. me faire des trucs comme ça. Vraiment, je rigole pas avec ça. Non, mais vraiment, et- déjà, je suis en Il y a PLS des depuis sujets tout à l'heure. avec- on J'entendais rigole des pas avec. bruits chelous derrière la porte. C'était le chat qui grattait. Et vraiment, j'étais pas bien. J'ai même allumé avant d'ouvrir la porte. Ouais. Joyeux Ouais, Halloween. pour répondre à ta question, Olivier, le jeu, il est très sur le côté psychologique. Il essaie de te retourner l'esprit, en fait. Il essaie de te faire croire que tu as vu des choses alors que tu les as pas vues. Il va chercher dans les peurs les plus profondes. Le gars, en fait, c'est même un ancien soldat. Et il va aller chercher dans ses traumas de guerre, en plus, pour Blair Witch. Et franchement, Quoi de mieux qu'un petit stress post-traumatique pour fêter Halloween ? Wouhou. Mais très Alors- franchement, je suis pas très fan absolu des jeux d'horreur, etc. Mais celui-là, il m'a vraiment marqué, quoi. Bah, Dead Space aussi. Moi, c'est lui qui m'avait marqué Dead Space. en jeu d'horreur qui fait flipper. Dead Space, c'était une horreur. Bon, après, tu fais un vraiment. petit Until Dawn, et Until Dawn, c'est Alors, on très nous rigolo. suggère dans le chat, c'est Petit Jus de Pomme qui nous suggère de regarder le youtubeur Gus DX, c'est un chasseur de fantômes. Oh. Et apparemment. Ah, j'en ai entendu parler. Oh. Moi, je vais plutôt regarder du côté du grand JD, mais après... Ouais, moi je regarde Moi, pas ce les que j'aime chasseurs bien de aussi- fantômes, moi je peux pas. Franchement, lui, c'est pas trop, chasseur de c'est fantômes, trop réel pour mais moi. Gus DX, en fait, ouais, j'aimais bien avant, et... Ouais, il a fait des trucs que je suis pas très fan. Il Ce a que tué j'aime sa bien, mère. je ne vous recommande pas de faire. Il est raciste. Il a tué sa mère parce qu'il est raciste. Il a tué sa mère parce qu'elle était raciste. Ok, bref, on va Non. arrêter là, je pense. Il se fait tard, on est fatigué. Je vois pas de quoi tu En parles. tout cas, merci. Non, mais c'est pas très très grave. Il y a eu quelques petits dossiers. En tout cas, merci à vous quatre de m'avoir accompagné pour cet épisode moitié Halloween, moitié pas Halloween. Je pense que je vais le nommer, le titre, ce sera l'épisode pas Halloween. ça pourrait être sympa. Voilà, en tout cas, n'ayez pas trop peur, ou si vous avez envie d'avoir peur, il y a de quoi faire. Hein. De toute façon, l'être humain aime avoir peur et ressentir des choses. Je sais pas, T'es je suis fatigué, toi. Après, je vais aller dormir. C'est compliqué de conclure, là. Tu sais quoi, bonne peur et puis surtout bonne Jovi. Hein. Bon Jovi. Bon Voilà. Jovi. Ah bah top. Ah bah voilà. Allez, ciao. Ça pourrait faire un super titre, hein. Ceci dit, des fois l'homme a avoir peur et des fois il aime pas avoir peur. C'est franchement, moi j'aime bien. Ok, je le garde.